Kojo était un perdant fauché qui passait ses journées à se laisser aller, comme toi. Cependant, quand un chaman badass a été envoyé pour l'assassiner, il a découvert qu'il était en fait la réincarnation de Dracula et a commencé à éliminer tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Cela l'a transformé en aimant à fille et il a commencé à séduire les plus belles filles de l'île. Alors, Yukina emménage à côté de chez lui et Kojo devient curieux à son sujet, alors il rencontre Mina, son enseignante, qui est une mage puissante et l'une des rares humaines à connaître son statut de vampire. Il lui demande des informations sur l'organisation Lion King où travaille Yukina et découvre qu'ils sont en réalité ses ennemis jurés et ont été créés spécifiquement pour le détruire. Mina le met en garde contre le fait de se rapprocher de l'un de leurs membres, mais il est déjà trop tard car Kojo s'est rapproché de Yukina. En rentrant du centre commercial avec elle, Kojo découvre qu'elle est amie avec sa jeune sœur Nagisa qui insiste pour organiser une fête de bienvenue pour Yukina. Ils rentrent à la maison et comme Kojo a un QI de bambin, Yukina l'aide à corriger ses devoirs. Après avoir vu une photo de Kojo et de ses coéquipiers, Yukina devient curieuse au sujet de sa carrière de basketball ratée et demande à Kojo ce qui s'est passé. Il s'avère qu'il était plutôt doué, mais son ego l'a rendu le gars le plus détesté de l'équipe, alors il a été viré. Après le dîner, Yukina quitte Kojo et sa sœur, mais au moment où il sort pour prendre un verre, Yukina apparaît et est tellement trempée que cela l'excite. Elle lui dit de ne pas la quitter des yeux car elle est toujours en train de l'observer. Et puis, il l'emmène au magasin de proximité. Yukina s'excite à propos d'un jeu de grue, alors il s'arrête pour prendre un ours en peluche, mais Mina apparaît de derrière, leur demandant de montrer leur visage et pourquoi ils sont dehors à cette heure de la nuit. Heureusement, un incendie éclate au loin et Kojo profite de la brève distraction pour s'enfuir avec Yukina. Il découvre que l'incendie est causé par un familier, alors Yukina se prépare à gérer la situation, mais Kojo propose de la suivre. Elle lui rappelle son identité et comment se montrer pourrait lui nuire, puis elle saute dans un train en marche et aperçoit un gars essayant de combattre le familier. Avant qu'elle n'arrive, le mec est blessé par le maître du familier, un exorciste catholique nommé Rudolf, qui est heureux de se battre avec une élite comme Yukina. Ils commencent à s'affronter et Yukina reçoit une petite coupure à la jambe. Ensuite, Rudolf invoque un autre familier, une dame, qui utilise un puissant homoncule pour attaquer Yukina. Juste au moment où Yukina va être asphyxiée, Kojo surgit de nulle part et frappe le familier à main nue, sauvant Yukina. Mais le familier de Rudolf revient et le frappe avec l'homoncule, le projetant en l'air alors qu'il saigne de l'estomac. Et assez étrangement, Kojo commence à brûler et hurle de douleur alors que son corps libère une rafale d'éclairs. Le lendemain matin, la nouvelle de l'explosion se répand largement, en raison du chaos que Kojo a causé parce qu'il ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs. Lorsque Yukina le confronte, il explique qu'il a perdu le contrôle de ses pouvoirs parce qu'il est un vampire vierge, ce qui signifie qu'il n'a encore sucé le sang de personne. D'une manière ou d'une autre, un de ses amis surprend la conversation et taquine Kojo pour avoir laissé une camarade plus jeune se moquer de lui pour son manque d'expérience. Et quand il arrive en classe, ses camarades cultivés se rassemblent autour de lui pour lui poser des questions sur Yukina. Par coïncidence, Mina entre dans la classe et appelle Kojo à voix haute, demandant la fille avec qui il a passé la nuit. En entendant cela, les garçons de sa classe commencent à le détester, et Asahi, une passionnée de technologie qui a un faible pour lui, semble prête à le mettre dans le pétrin. Lorsqu'ils arrivent au bureau de Mina, elle leur parle des perturbations signalées dans la ville et avertit Kojo que si son identité est révélée, il y aura une chasse à l'homme contre lui. En quittant son bureau, Yukina dit que le seul moyen de prouver que les actions de Kojo étaient de la légitime défense sera de trouver quelque chose de suspect à signaler à propos de Rudolf, qui est apparemment recherché internationalement. Criminel. Ils élaborent une stratégie pour le localiser et Kojo rencontre Asahi pour l'aider à repérer certains des cachettes possibles. Leurs recherches les mènent au nord de l'île et ils trouvent la cachette dans une usine apparemment abandonnée. Cependant, Yukina brise le gros cadenas rouillé et les emmène dans un laboratoire grouillant d'homuncules plongés dans un liquide verdâtre. Le familier de Rudolf leur dit de partir tant qu'ils le peuvent, car l'île est sur le point de couler. Juste à ce moment-là, Rudolf apparaît et parle de la façon dont il est enfin sur le point de les détruire en utilisant Astarte, maintenant qu'il l'a doté d'un familier plus puissant. Kojo se fâche en découvrant que Rudolf utilise Astarte de manière imprudente, alors il se prépare à se battre. Mais d'un seul coup du grand homuncule, il tombe à terre. Yukina essaie aussi de combattre l'homoncule avec son arme, mais elle échoue car Rudolf l'a modifié pour absorber les pouvoirs magiques. Cela donne l'avantage à Rudolf et il brandit sa hache vers
Yukina. Mais à sa grande surprise, Kojo intercepte l'attaque avec son corps, son sang éclaboussant son visage. Pour terminer le travail, Rudolph sépare le corps de Kojo de sa tête, laissant Yukina traumatisé, tenant sa tête. Après un moment, le corps de Kojo est complètement guéri, apparemment de lui-même, avec ses parties se réunissant et tout le sang revenant dans son corps. Alors que Yukina se plaint qu'il meurt à sa place, il la plaque au sol et lui murmure des mots doux à l'oreille, ce qui la fait rougir et se débattre alors qu'elle sent ses émotions monter. C'est alors que le bâtiment tremble et Kojo voit des alertes d'actualité concernant une attaque sur un bâtiment où Asahi travaille. Il appelle pour prendre de ses nouvelles et pour se renseigner sur les mouvements de Rudolph. Puis apprend que Rudolph est à la recherche d'un trésor inconnu caché dans les étages inférieurs du bâtiment. En entendant cela, Yukina se prépare à les arrêter avant qu'il ne soit trop tard, mais Kojo hésite parce qu'il a été un troisième roux sur le champ de bataille. Cependant, elle lui rappelle qu'il n'a pas encore été reconnu par les familiers simplement parce qu'il n'a pas encore consommé de sang humain, alors elle lui dit de boire son sang. Kojo refuse d'abord, mais la serre dans ses bras et se nourrit de ses jugulaires jusqu'à ce qu'elle tombe. Pendant ce temps, Rudolph atteint enfin le trésor et verse des larmes de joie en demandant à Astarte de le saisir, mais Kojo gâche son spectacle en apparaissant au-dessus. Apparemment, le trésor est la main d'un saint mort qui est décédé après avoir été utilisé comme sacrifice pour maintenir l'île ensemble. Alors Rudolph prévoit de le récupérer. Quand Kojo voit que Rudolph est déterminé à s'emparer du corps au risque de détruire toute l'île, il saute en avant et attaque l'homoncule, Yukina le rejoignant ensuite. Ils se battent pendant un moment et lorsque Rudolph réalise que Kojo est plus puissant qu'avant, il passe à la vitesse supérieure, active une armure magique et réussit à mettre Kojo au sol. Cependant, Kojo complique la tâche de son adversaire en invoquant le cinquième familier, un cracheur de feu, qui fonce vers Rudolph et le cloue au mur. La deuxième attaque est bloquée par l'homoncule, mais Yukina charge avec sa lance et la transperce, puis frappe Rudolph au sol. Après avoir ressenti une certaine excitation en étreignant Yukina, Kojo prélève un peu de sang d'Astarte pour la placer sous son contrôle, bien que cela énerve Yukina. Plus tard, elle fait ses bagages, prête à affronter l'organisation après avoir enfreint tant de règles, y compris la lance qu'ils lui ont confiée. Mais une livraison surprenante arrive, et elle trouve une réplique exacte de son arme, ce qui la rend heureuse car cela signifie qu'elle peut rester avec Kojo. Plus tard, un homme bête est aperçu sur le toit et est attrapé par Mina, alors il essaie de l'attaquer plusieurs fois, mais elle est étonnamment si douée en magie spatiale qu'elle peut enseigner Baba Yaga. Sans perdre de temps, elle l'arrête en utilisant sa magie pour le lier tout en lui demandant qui est son maître. Le matin, chez Kojo, il entre par accident dans la chambre de sa sœur et voit Yukina en sous-vêtements. Et étant naturellement un peu effronté, il se concentre sur ça et se fait frapper au visage. Dans le bus, il s'excuse auprès d'elle, disant qu'il ne s'attendait pas à la voir là de toute façon. Sa sœur explique qu'ils seront tous les deux pom-pom girls pour l'équipe de football parce que les garçons cultivés aiment beaucoup que Yukina les encourage, promettant de ramener le trophée à la maison. Kojo rencontre Asahi à l'école et il découvre que leurs amis les ont associés pour jouer au badminton, essayant de les rapprocher. Pendant ce temps, Mina surprend un scientifique travaillant sous couverture en tant qu'homme bête et lorsqu'il se transforme et attaque, elle commande à Astarte de l'utiliser pour un entraînement de football. L'idiot est battu à plat de couture et menotté, mais Mina découvre que le cerveau de l'opération a déplacé leurs activités ailleurs. De retour à l'école, Asahi essaie sa tenue de badminton et espère plaire à Kojo avec, mais comme elle perd trop de temps, il sort prendre l'air. Cependant, quelque chose bouge dans les buissons et lui tire dessus plusieurs fois. Il trouve deux lions métalliques étranges, mais s'abstient de les attaquer parce qu'il ne veut pas détruire l'école. Les lions l'attaquent, et il survit de justesse en les esquivant. Mais heureusement pour lui, Yukina apparaît de nulle part et les attaque, disant qu'il a de la chance que son appareil ait détecté le danger. Elle explique aussi que les lions étaient des messagers et par coïncidence, Kojo trouve une enveloppe noire avec un sceau. Pendant qu'ils discutent, Asahi arrive et les voit ensemble. Mais voyant que Yukina a complètement mangé en tenue de pom-pom girl, elle part embarrassée. L'enveloppe noire est une invitation de Lord Walter de la maison du premier progéniteur, demandant qu'il vienne avec un partenaire. À la fête, Yukina apparaît dans une jolie robe et Kojo réprime l'envie de la pencher. Une fois qu'ils entrent dans le bâtiment, ils montent à l'étage pour retrouver leur hôte. Mais dès qu'ils le font, quelqu'un les attaque sans prévenir,
nul autre que Lord Valter. Brusquement, des fléchettes arrivent vers Kojo et un méchant apparaît, lui disant de retirer ses sales mains de Yukina. Elle serre Yukina dans ses bras, qui la présente comme Sayaka, sa colocataire d'avant et une tueuse de l'organisation du Roi Lion. Dans le hall, Valter explique qu'il les a invités pour demander à Kojo d'éliminer une faction sombre qui menace le règne du premier progéniteur. Sinon, Valter détruira l'île entière pour y parvenir. Yukina intervient rapidement et dit qu'elle va détruire la faction elle-même à la place de Kojo. Valter accepte, mais dit qu'il va d'abord tester ses capacités. Le lendemain matin, Kojo se réveille dans le rêve de tout homme, avec Asaji à 4 pattes et ses seins effleurant son visage. Mais l'idiot dit qu'elle est trop lourde et la pousse hors du lit. Cependant, il se retrouve dans une position compromettante, et Yukina et sa sœur les surprennent. Yukina devient jalouse et part. Puis Asaji, remarquant sa réaction, lui demande s'il a un secret que Yuki utilise pour le faire chanter. Avant qu'il ne réponde, Asaji s'éloigne, satisfaite d'avoir enfin déclaré la guerre à Yukina. Ensuite, Yukina avertit Kojo de contrôler sa saucisse car ses pouvoirs magiques pourraient s'activer lorsqu'elle devient dure. À l'école, il se dirige vers le bureau de Mina pour se renseigner sur la faction noire en question, mais découvre Tastart travaillant comme domestique de Mina. À leur grande surprise, Mina leur dit de se détendre parce que Valter est pratiquement intouchable et que la faction obscure n'a pas été en mesure d'accéder à l'arme de destruction massive. Ensuite, Kojo rencontre Asaji pour examiner l'arme appelée Nalakuvara. Puis, ils entrent dans une pièce isolée où elle mène des recherches pour la localiser. Juste à ce moment-là, un professeur entre dans la pièce et il se cache rapidement sous une table, mais se retrouve sur le tournage d'un clip vidéo de Marvin Gaye. Comme d'habitude, les hormones de Kojo réagissent et le font saigner. Asaji devient curieuse, mais il refuse de dire un mot. Soudain, Sayaka apparaît avec une mission pour Kojo et exprime son dégoût face à son comportement volage, même après avoir exposé Yukina à des situations vraiment dangereuses. Elle le poignarde et son corps commence à libérer une énorme quantité d'énergie. Pour aggraver la situation, Asaji arrive par hasard sur les lieux. Kojo lutte pour contenir ses pouvoirs et lui dit de rester en arrière, mais elle le fait trop tard et il libère une explosion qui la met hors de combat. Yukina arrive pour arrêter le chaos et leur crie dessus pour avoir semé le désordre. Elle emmène Asaji à la clinique et on lui assure qu'elle se rétablira très rapidement. Mais dès qu'elle se réveille, Asaji commence à râler au sujet de la relation de Yukina avec Kojo. Cependant, ils sont interrompus lorsque des hommes bêtes dirigés par un homme appelé Christophe font irruption dans la clinique, tirent un sur Astarte, puis chassent Yukina, Asaji et Sayaka. Les coups de feu alertent Kojo et Sayaka, mais avant qu'ils ne puissent intervenir, les hommes s'enfuient avec les filles, laissant Kojo frustré. En même temps, l'ami de Kojo, Aiz, les poursuit et avale une pilule qui active ses pouvoirs de lévitation. Avec sa capacité à amplifier les sons, il découvre qu'il s'apprête à monter dans un hélicoptère, alors il prend une overdose de pilules et essaie de découvrir où il se dirige. Mais Vatler apparaît et propulse son corps dans la mer pour l'empêcher d'interférer avec l'opération. Dans l'avion, Christophe dit à Asaji qu'il les a emmenés de force parce qu'elle est une pro du hacking et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour déchiffrer le Nalakavara qui sera utilisé contre le premier progéniteur. En la faisant chanter, il lui rappelle que si personne ne contrôle l'arme, elle pourrait causer une apocalypse. De retour à l'école, Kojo remercie Sayaka d'avoir soigné Astarte et ils arrivent à un barrage routier menant à l'installation où l'arme sera testée. Ils rencontrent Mina et Valter à l'endroit où l'arme est utilisée pour détruire quelques véhicules de police stupides. En suivant les instructions de Christophe, remarquant qu'ils sont sur le navire de Valter, Yukina devient curieuse de savoir pourquoi Vatler n'essaie même pas d'arrêter Christophe, qui est censé être l'ennemi. Apparemment, il s'ennuie juste et a besoin d'un jouet pour jouer, et il n'est même pas légèrement dérangé si cela coûte des millions de vies sur l'île. En partant, Asaji décide d'agir rapidement et de pirater l'arme. Mais Nagisa est soudainement possédée par un esprit inconnu et dit aux dames de se calmer parce que Kojo va bientôt intervenir. Pendant ce temps, Kojo reçoit le corps inconscient de Aiz de Valter, qui est sur le point de s'amuser à détruire l'arme, crachant du feu avec ses serpents. Cependant, Yukina appelle pour lui parler du danger que l'arme pourrait représenter, alors il arrête Valter peu avant qu'il ne commence le combat. En réponse, Valter détruit le pont pour l'empêcher de s'échapper, laissant Kojo à la merci de l'arme. La bataille commence avec Kojo esquivant les lasers tandis que Sayaka intervient pour bloquer l'attaque avec son épée, essayant de disséquer le corps de l'araignée laser. Cependant, c'est construit comme le marteau de Thor, donc elle échoue à y faire même une égratignure avant qu'il ne s'envole. Cependant, Kojo invoque une créature familière et écrase la machine au sol, s'enterrant lui-même et Sayaka en dessous. Pendant une brève seconde, il lui serre les seins pour se calmer et s'excuse ensuite, car il a appris qu'elle est vierge et qu'elle a peur des hommes. Peu de temps après,
l'eau commence à s'infiltrer dans le cratère et ils aperçoivent l'araignée laser en train de se réparer. Alors qu'Asaji travaille dur pour enfin prendre le contrôle de l'arme, Yukina tue discrètement des hommes bêtes. Mais elle est choquée lorsqu'elle entre dans une pièce remplie de ces araignées laser. Christophe les avait apparemment obtenus pour créer une armée afin de causer une destruction inimaginable. Il passe en mode bête et attaque Yukina qui lui assène plusieurs coups avec ses poings nus, et quand il se déplace, elle reçoit sa lance de Ice grâce à ses capacités de contrôle du vent. Avec son épée, elle tranche la main de Christophe mais découvre avec surprise qu'il a finalement pris le contrôle des autres armes. D'un autre côté, Kojo et Sayaka rencontrent une impasse en essayant de s'échapper et il remarque son équilibre énergique, alors il lui donne sa veste pour se couvrir avant que sa saucisse ne sorte de son pantalon. Pour le remercier, Sayaka le laisse sucer son sang, bien qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il suce d'autre chose. Cela lui donne le pouvoir d'invoquer l'un de ses ancêtres et lorsque Christophe le remarque, il laisse ses hommes derrière pour gérer la situation, offrant à Mina l'opportunité de les téléporter dans la mer. Juste à ce moment-là, Yukina reçoit un appel d'une personne inconnue disant qu'elle parle au nom d'Asaji qui a intégré une commande secrète dans les araignées laser. Pendant ce temps, le familier de Kojo lance une attaque contre les araignées, mais est débordé lorsque le drone principal de Christophe lance plusieurs attaques. Yukina les rejoint plus tard avec Sayaka pour combattre les drones, mais malheureusement les drones maîtrisent son schéma d'attaque et le contrant, rendant leur défaite difficile et presque impossible. Cependant, Yukina les encourage et leur parle de la caractéristique secrète d'Asaji qui fait s'auto-détruire les drones avec sa commande vocale. Le seul problème qu'ils rencontreront est d'accéder au drone principal, donc ils doivent d'abord arrêter les drones de se diriger vers eux. Sayaka se porte volontaire pour s'en occuper et utilise son arme pour les geler un instant. Yukina et Kojo profitent de la situation et abattent Christophe avec Yukina qui se lance dans les airs et jette le téléphone dans le drone mère. Christophe regarde la voix enregistrée d'Asaji jouer et tous les drones se durcirent comme de la pierre et se brisent en même temps. Le lendemain dans le bus, Kojo raconte à Yukina que Sayaka l'avait appelé toute la nuit sans raison. Ce qui l'étonne car Sayaka est une célèbre détesteuse d'hommes qui les laisse toujours en plan. Yukina devient jalouse et s'éloigne. Ensuite, en classe, Kojo est taquiné par un camarade qui a découvert que ni lui ni Asaji n'avaient suffisamment dormi la nuit dernière. Nuit, il suit Asaji en secret jusqu'à la salle d'art et pose pour elle en tant que modèle pour un portrait, mais elle le trouve ennuyeux avec son manque de goût vestimentaire. Elle sort alors une boîte de costumes et menace de développer l'intrigue avec lui s'il ne change pas de costume. Il accepte rapidement car il est nul au jeu, donc ils prennent des photos l'un de l'autre. Asaji lui dit alors qu'elle meurt d'envie de connaître son secret, alors elle organise un autre rendez-vous avec lui et promet de lui révéler un petit secret en retour. En sortant, Kojo rencontre Yukina et lui dit qu'il a l'intention de révéler son identité à Asaji. Mais elle lui dit que son problème ne serait pas vraiment Asaji, mais sa sœur cadette qui déteste absolument les vampires et autres démons. Juste à ce moment-là, il voit Nagisa recevoir une lettre de l'un de ses admirateurs à l'école, mais il a du mal à croire qu'un garçon puisse la trouver attirante, un vrai crétin de frère aîné. Plus tard, Sayaka l'appelle pour lui annoncer qu'elle sera occupée à garder un invité important, mais il aperçoit un incendie au loin. Et sur place, une femme est vue allongée dans une mare de son sang, tuée par la personne ailée qui sort presque immédiatement. Le lendemain, Kojo espionne sa sœur et l'entend faire des bruits de plaisir, mentionnant quelque chose à propos du type léchant si bien son pot de miel. Il n'en peut plus et défonce la porte, mais à sa grande surprise, il les voit jouant avec un chat qui était initialement surveillé par un ami appelé. Kanaz Nagisa les laisse avec Kanez, qui les emmène dans un monastère abandonné où elle a été élevée pour devenir religieuse et qui maintenant élève plein de chats, comme une vieille femme solitaire. Pendant ce temps, à l'école, Yates et Mina enquêtent sur le cadavre d'une femme et réalisent qu'elle n'a pas été tuée par un démon, car les marques laissées ressemblaient à celles d'un simple humain qui venait de lui aspirer son cœur spirituel. Walter leur dit que sa mort est probablement liée à la disparition d'un vaisseau sacré appartenant à l'un des progéniteurs. Il dit alors à Mina de ne pas impliquer Kojo dans cette affaire parce qu'il n'est pas assez puissant pour vaincre la dame puissante en question et pourrait mourir en la combattant. Le lendemain, Mina appelle Kojo pour l'accompagner dans ses fonctions de mage d'attaque, pour attraper des méchants qui seraient responsables des attaques nocturnes. Quand les feux d'artifice commencent, Mina les téléporte sur le site des attaques et il voit des combattants ailés détruire un bâtiment. Alors Mina utilise sa magie spatiale pour lancer Yukina dans les airs, utilisant des chaînes ciblées sur les combattants ailés. Cependant, ils brisent les chaînes et évitent même l'attaque de Kojo avec son familier. Mais dès qu'un d'entre eux s'approche de Kojo et des autres,
L'autre combattant ailé l'attaque, creusant dans sa chair. Cependant, le masque du combattant se brise accidentellement, révélant le visage de Kanez. Même lorsque Kojo lui dit d'arrêter, elle s'en prend à l'autre combattant et entre en mode vautour avant de s'envoler. À l'aube, Kojo et Yukina visitent une usine appartenant au père de Kanez et rencontrent sa secrétaire, qui les met dans un hélicoptère pour lui rendre visite sur une île. Cependant, le pilote les dépose là-bas sans aucun signe de vie et repart immédiatement. Le duo décide de survivre d'abord et explore l'île pour trouver un endroit où se reposer, puisqu'ils ne peuvent pas accéder au réseau pour appeler à l'aide. Pendant ce temps, Yates rencontre Sayaka à l'église abandonnée et conclut un marché avec elle, disant qu'elle ne devrait pas laisser Kojo et les autres découvrir sa véritable identité en échange de certaines informations sur l'emplacement de Kojo. Mais juste à ce moment-là, Nagisa et Asaji les rejoignent et un combat éclate entre Sayaka et Asaji au sujet de Kojo. Sur l'île, Kojo invoque une tête de lion familière qui amène de la pluie et rend Yukina si mouillée que les boutons de son sac de lait deviennent plus pointus. Ensuite, elle leur prépare un dîner à thème de noix de coco, et pendant qu'ils mangent, Kojo s'inquiète pour Kanez, croyant que son père doit l'utiliser comme assassin. Asaji, par contre, suit leur localisation et découvre que le père de Kanez est en train de faire des trucs louches. Mais d'une manière ou d'une autre, elle perd sa concentration et commence à se battre avec Sayaka au sujet de Kojo. Yates rappelle intelligemment aux dames que Kojo pourrait développer une intrigue avec Yukina à cet instant même, alors les dames se calment et suspendent leur combat. Sur l'île, Kojo se réveille et constate que Yukina n'est pas à côté de lui, alors il part à sa recherche, mais il voit à la place une version améliorée et super intrigante de Kanez se baignant à la rivière. Bien sûr, ses yeux s'attardent sur son ventre et il commence à saigner, mais elle disparaît en une fraction de seconde et Yukina surgit de nulle part, le menaçant avec sa lance pour qu'il garde ses yeux avertis loin d'elle. Il raconte ce qu'il a vu et ils partent à la recherche de la dame. Mais un bateau arrive et des soldats débarquent, tirant sur eux dès qu'ils les aperçoivent. Bientôt, ils sont entourés et presque impuissants. Mais quelqu'un tire sur les soldats, rien d'autre que le sosie de Kanez se tenant sur une colline. Elle se présente comme la princesse Folia, et apparemment, elle sait que Kojo est le 4e progénitor. Elle dit à Kojo de couler le navire car il est contrôlé à distance par un vaisseau mère ailleurs. Alors avec l'aide de son familier, il bloque les attaques des soldats restants et les envoie au fond de la mer. De retour à l'usine, la secrétaire Béatrice est vue en train de parler avec le père de Kanez de la dangerosité potentielle de Kanez, étant un ange avec la forme de pouvoir la plus élevée. Il dit qu'ils ne peuvent pas la contrôler parce qu'elle est bien plus grande qu'ils ne peuvent la restreindre. Mais Béatrice ne s'inquiète que d'encaisser avec la pauvre fille et de l'utiliser dans une bataille générale contre Folia. Sur l'île, Folia explique que Maguscraft la poursuit parce qu'ils veulent utiliser son corps pour des expériences puisqu'elle a du sang royal, du sang. Il s'avère que Kanez est aussi un enfant illégitime d'un royal et son père Kansi l'a adopté pour la transformer en ange renard avec 6 autres. Juste à ce moment-là, Maguscraft arrive sur l'île, agitant un drapeau blanc. Il propose de les laisser indemnes si Folia les suit paisiblement, mais quand cela ne se produit pas, il libère Kanez d'un cercueil et Yukina essaie de neutraliser ses pouvoirs avec sa lance, mais échoue. Béatrice reprend alors le combat contre Yukina en utilisant un familier avec de nombreux fouets, tandis que le type à l'apparence normale se transforme en homme-bête et passe à l'attaque contre Folia, qui n'a plus de balle royale. Dans le ciel, Kanez accumule de l'énergie et émet tellement de lumière qu'elle dirige vers Kojo. Il tente de se défendre contre ses attaques avec ses familiers, mais elle est tout simplement imparable. Cependant, sa logique à la Einstein suggère que ce serait une bonne idée pour lui de se dévoiler, espérant qu'elle l'écoute. Les faisceaux laser le touchent à l'estomac et il s'effondre par terre. Quelques secondes plus tard, Kanez perd le contrôle et se tourne vers Elsa, tandis que l'équipe Magus s'enfuit comme des lâches. Sur le navire Magus, Sayaka bat quelques soldats et Mina lui dit que la princesse qu'elle était censée protéger est sur la même île que Kojo et Yukina. Mais en voyant la tour de glace géante que Kanez a créée, ils sont presque sûrs que Kojo a des ennuis. De retour sur l'île, Yukina les protège de l'attaque de Kanez avec une barrière, mais les blessures de Kojo ne guérissent pas comme elles le devraient normalement, alors la princesse tente d'utiliser ses pouvoirs royaux pour réveiller un de ses familiers qui pourrait vaincre Kanez. Elle procède à le déshabiller et utilise ses puissants atouts pour le ramener à la vie. Mais Yukina ne peut pas supporter de regarder, alors elle propose de le faire elle-même et l'embrasse avec un peu de son sang. Inconsciemment, Kojo l'attire pour un autre baiser, la caresse et suce son sang jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Lorsqu'il reprend connaissance, ses blessures s'en guérissent rapidement et Folia lui dit de se dépêcher de sauver Kanez, sinon sa conscience sera perdue à jamais. Elle le chevauche et lui ordonne de sucer jusqu'à ce qu'elle soit à sec pour qu'il puisse activer un familier qui surpassera Kanez
pourrait. Bientôt après, il les libère de la barrière de glace et entre dans une altercation avec Kensei, lui demandant quel genre de père soumettrait son enfant à de telles expériences inhumaines. Kensei dit qu'il veut seulement que sa fille soit une femme forte et indépendante, la plus haute, juste après Dieu lui-même. Béatrice interrompt la conversation et attaque avec des clones de Canas, jurant de créer un clone de Folia aussi. Agacé, Kojo se prépare pour un combat et affronte les clones dont il absorbe et neutralise les pouvoirs. Pendant ce temps, Yukina bat tellement Béatrice qu'elle a honte de perdre face à une fille à main nue. Quant à l'homme bête, Folia lui tire dessus par surprise et il meurt comme un idiot. Béatrice est envahie par la rage et décide d'en finir avec Folia une fois pour toutes. Mais alors qu'elle s'élance dans les airs, Folia invoque un rayon royal magique et tranche à travers Béatrice pendant ses attaques, projetant son corps au sol. Quant à Kojo, il invoque un dragon géant à 2 têtes, combat les rayons de Canas et brise ses ailes. Mais elle maintient toujours sa forme, alors Yukina invoque l'esprit de l'ange renard loin de son corps, puis les têtes de dragon de Kojo brisent les ailes. Après tout cela, Sayaka et Mina, appelés depuis le navire à Canas, reprennent conscience. Kenshi est emmené pour être interrogé et il explique qu'il créait uniquement les Fox Angels parce qu'il se préparait pour le moment où le pouvoir de Kojo deviendrait impossible à maîtriser. Yae dit qu'il travaillera pour eux dorénavant, et Folia vient dire au revoir à ses amis. Elle embrasse Kojo sur les lèvres, rendant les filles jalouses alors qu'elles font du bruit à propos de son comportement de Casanova écœurant. Les mois passent, et c'est enfin Halloween. Alors Mina appelle Kojo pour lui rappeler que c'est la période d'Halloween et qu'il devrait être vigilant pour la sorcellerie chez Valdor. Fidèle à ses paroles, quelques sorcières appelées les Sœurs Meilleures apportent la terreur sur l'île avec des attaques de pieuvres et dominent les soldats en service. Le lendemain à l'école, Kojo présente son ancien ami de basket, Yuma, à ses amis et ils font du tourisme pendant lequel il reçoit un appel de Folia et Sayaka qui l'informent qu'il y avait un portail de l'aéroport vers l'intrigue secondaire et qu'ils y étaient coincés. De manière surprenante, on leur apprend également que Mina a disparu et a donné des instructions pour qu'ils priorisent la sécurité de Canas. Plus tard, Kojo rentre chez lui pour prendre un bain, mais se retrouve téléporté dans la salle de bain de Yukina, où Astarte et Canas se baignent. Il regarde un peu, mais se sent mal à l'aise de cette expérience, alors il se rend chez Yukina pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle dit qu'il a été théorisé qu'il y a eu une distorsion dans l'espace de l'île, ils doivent donc être vigilants à chaque point de sortie. Bien plus tard, Kojo sort pour boire un verre et Yuna sort dans un costume de sorcière sexy, puis lui demande s'il l'aimerait toujours si elle n'était pas humaine. Il lui assure que peu de ses amis sont des humains complets, alors elle se penche et l'embrasse. Mais le lendemain matin, Yuna se réveille en hurlant. Yuna marche vers la chambre de Yukina et semble rougir en voyant les dames en sous-vêtements. Mais elle crie soudainement qu'elle est en réalité Kojo. Il lui pose de nombreuses questions personnelles pour confirmer qu'il est bien Kojo. Et après les avoir obtenues toutes, il avoue que Yuna l'a embrassé la nuit dernière et l'a chevauché si fort qu'ils ont échangé leur ADN. Mais il s'est réveillé et elle n'était nulle part dans son propre corps. Pendant ce temps, Asaji a essayé de trouver une cause possible pour les distorsions spatiales et a découvert des nouvelles de quelque chose de similaire qui s'est produit il y a 10 ans, orchestré par les sœurs sorcières. Après avoir discuté avec Asaji, Yukina se rend compte que la seule explication raisonnable pour les comportements de Yuma et comment elle a pu disparaître avec le corps de Kojo et qu'elle est elle-même une sorcière. En effet, Yuna se présente dans le corps de Kojo devant Valdor et les Sœurs Meilleures, se présentant comme Yuna, la sorcière de Notaria. Entre-temps, Asaji atteint un jalon en essayant de résoudre le problème de la perturbation spatiale et décide de faire une sieste, pendant que Kojo et les autres dames sortent déjeuner. Il est manifestement frustré par Yuna et son audace d'utiliser son corps comme elle le souhaite, et même si Yukina aurait facilement inversé le sort, cela causerait un grave préjudice à son vrai corps. Juste à ce moment-là, Yuna se dirige vers un grimoire qu'elle est censée utiliser pour libérer sa mère et d'autres criminels. Et lorsqu'elle commence à puiser dans son pouvoir, Kojo ressent la montée de puissance là où il se trouve. Yukina l'aide à localiser la source et il se dirige vers la tour, mais il continue de tomber sur des portails et apparaissent à d'autres endroits. Cependant, il reçoit un message de l'assistant IA d'Asaji lui montrant un chemin plus court vers sa destination et finalement, ils arrivent à temps. Kojo confronte Yuna et lui demande de rendre son corps, mais découvre qu'elle en a besoin car elle nécessite un corps physique
immensément fort pour briser la barrière de la prison. Valdor dit qu'il est là juste pour le fun et qu'il a hâte d'avoir un combat épique avec les prisonniers évadés. Alors qu'il disparaît, Kojo et Yukina sont saisis par les tentacules des sorcières, mais ils sont libérés à temps par Folia et Sayaka qui apparaissent au bon moment. Cependant, Yuna a accès à la barrière en ce moment et disparaît, mais Kensai arrive et suivant les ordres de Folia, crée un portail pour téléporter Kojo et Yukina jusqu'à la barrière afin qu'ils puissent arrêter Yuna à temps. Ils y arrivent et Kojo la confronte à propos de ses actions, mais elle raconte qu'elle est un bébé éprouvette créé dans le seul but de briser la barrière de la prison pour sauver sa mère et d'innombrables criminels. Elle invoque rapidement l'un des familiers de Q qui utilise des pouvoirs électrisants pour pénétrer dans le bâtiment de la prison. Pourtant, cela ne libère pas les prisonniers, alors elle cherche jusqu'à ce qu'elle rencontre Mina, son seul accès à la barrière de la prison. Sona dit que Mina est enfermée là depuis plus de 10 ans à garder la porte de la prison et que son corps physique en tant que professeur n'était qu'un hologramme. Pour franchir la barrière, Yuna devrait la tuer, mais Kojo la confronte à ce sujet. Pendant ce temps, Sayaka et Folia ne passent pas un bon moment avec les vilaines sorcières, mais elles trouvent bientôt une avancée et combinent leur magie pour détruire les tentacules des sorcières. De retour à la prison, Yuna essaie de frapper le corps de Mina avec son armure, mais elle est bloquée par l'épée de Yukina. Après d'innombrables tentatives ratées, Yukina trouve finalement l'occasion parfaite pour frapper Yuna avec l'épée, mais elle échoue à le faire car elle n'est pas sûre de la possibilité de survie de Kojo si elle endommage son corps. Pour conclure, Kojo décide de s'en occuper lui-même et lance la lance de Yukina vers Yuna, mais son armure la protège. Yukina, cependant, renverse la situation et traverse l'armure familière jusqu'à la pointe de la poitrine de Yuma et le corps de Kojo. Avec cela, elle le libère et quand Yuna se réveille, Kojo lui dit qu'elle a été libérée de son devoir de forêt pour détruire la barrière de la prison. Soulagée, Yuna sourit et accepte de s'éloigner de la barrière de la prison. Puis, Mina se réveille aussi, mais juste au moment où elles doivent partir, l'armure de Yuna se poignarde elle-même et ensuite Mina s'évanouit dans les bras de Kojo. Juste à l'extérieur de la prison, Walter invoque ses serpents pour pénétrer dans la prison, mais Nagisa apparaît soudainement et se transforme en cette méga reine qui détruit le serpent en un instant et le frappe à plat sur le sol. Elle revient ensuite à sa forme originale et retourne vers son maître. À la prison, la mère de Yuna la prive de ses pouvoirs, rendant son corps faible. Elle a également dit qu'elle a utilisé un livre de sorts pour emprisonner les pouvoirs de Mina et inverser son âge, donc elle sera assez inutile jusqu'à ce qu'elle meure finalement. Pendant qu'elle parle, certains détenus se lèvent et expriment leur soutien pour tuer Mina. Mais Kojo dit qu'il ne peut pas laisser cela se produire. Alors un des gars essaie de l'attaquer avec une hache. Yukina bloque rapidement l'attaque avec sa lance et est ensuite rejointe par Sayaka qui l'attaque avec des éclairs et s'enfuit avec eux dans sa Bugatti Chiron du XVIIe siècle. Pendant ce temps, Asaji déjeune avec un enfant qui insiste sur le fait qu'elle est sa mère, mais étant donné que le nombre de ses victimes est toujours nul et que l'enfant ressemble plus à Mina, Asaji lui demande si elle pourrait être liée à Mina. La petite fille pleure en entendant le nom, alors Asaji la nomme Sana en attendant qu'elle se souvienne de son nom. Pendant ce temps, Kojo conduit les autres chez sa mère qui a un doctorat en sorcellerie et peut guérir Yuna. Il s'avère qu'elle est la maîtresse de Nagisa et elle est encore plus cultivée que son fils, car elle a immédiatement commencé à caresser les seins de Yuna. Elle leur dit que Yuna pourrait éventuellement mourir, car sa magie la quitte lentement. Alors, avec l'aide de Yukina, elle l'emmène au laboratoire. Kojo retourne dans sa chambre et soigne ses blessures, et comme Sayaka sait que Yukina ne reviendra pas avant un moment, elle monte sur le lit et se prépare pour 50 nuances degrés. Mais Yukina gâche le spectacle et leur demande d'expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Kojo commence à bégayer comme tous les tricheurs, mais il s'évanouit soudainement. Il s'avère que Kojo avait simplement faim et avait besoin de manger. Yukina lui parle de l'état de Yuna en disant qu'elle est encore dans un mauvais état, car seule une sorcière aussi puissante que sa mère, Aya, peut annuler le sort. Cela doit évidemment être Mina, mais elle est introuvable. Cependant, il voit Tasaji à la télévision et réalise que la fille qu'elle tient pourrait être Mina, qui est une version beaucoup plus jeune d'elle-même grâce à Aya. Kojo l'appelle rapidement pour s'informer sur la fille, mais un moine démoniaque apparaît et réclame Mina en projetant des flammes sur tout son corps. Asaji alerte Kojo qui saute dans la Bugatti avec lui et passe en mode Formule 1 pour les sauver.
En courant avec la fille, Asaji active un système de drainage d'eau et arrête temporairement le moine, mais il réapparaît bientôt de sous terre. Heureusement pour eux, Astarte attend avec des gardes et s'occupe de lui en drainant son pouvoir et en le bannissant dans un pentagramme. Mais bientôt, un individu continue son combat et utilise une corde néon pour retarder les gardes. Asaji et Mina tombent au sol alors que la dame libère des criquets néons. Mais heureusement, ils sont sauvés par Walter. La fille libère ses insectes et lie les serpents de Walter, mais il annule sa magie avec une créature tentaculaire, puis la lie et commence lentement à l'ébrécher. Koju arrive à temps et l'empêche de devenir un meurtrier en série, et Astarte éloigne la fille. Walter propose de protéger Mina afin que Koju puisse se concentrer sur le combat, et même si on ne peut vraiment pas lui faire confiance, Koju accepte l'offre. De retour à l'académie, un prisonnier évadé confronte Aya sur ses intentions et lui demande pourquoi elle n'a pas informé les autres prisonniers qu'elle avait trouvé les clés de la barrière de la prison. Elle invoque son géant élémentaire pour attaquer le type, mais il lui dit de se calmer parce qu'il s'intéresse en fait à son petit rituel. Elle explique ensuite qu'elle essaie de recréer un grimoire que Mina avait détruit en utilisant les souvenirs de Mina, en commençant par transformer toute l'école en un terrain de jeu pour son amusement de sorcellerie. Koju monte à bord du bateau de Walter et voit un type le regarder jalousement parce que Walter a apparemment le béguin pour Koju. Il se dirige vers un bain et est entouré par quelques méchants qui lui proposent des câlins rapides parce que Walter n'est pas intéressé par les femmes et n'a aucun intérêt pour leur charme. L'idiot les repousse car il est moins doué que toi, alors elles s'en vont et Asaji le rejoint dans le bain. Cependant, il voit son corps séduisant et saigne, puis il se retire pour la nuit avec Mina. Curieusement, Mina passe en mode réinitialisation d'usine, accédant à ses souvenirs sauvegardés avec un minuteur. Pendant ce temps, un des évadés de la prison recouvre le navire de Walter et commence à se battre avec lui. Le gars tranche le dragon de Walter comme s'il s'agissait d'un morceau de gâteau, alors Walter invoque deux autres familiers. En même temps, un autre criminel apparaît et affronte Yukina et Sayaka, alors Koju et Asaji décident de quitter le navire avec Mina puisqu'il devient fou avec ses pouvoirs. Le majordome les emmène par une sortie secrète et vient déjà chercher Asaji. Quant à Walter, il finit par maîtriser son adversaire avec son dragon et quelques éclats, mais Sayaka a encore du mal avec le sien qui s'est soudain transformé en Bendis à 4 bras. Quand il envoie un vent fort vers elle, elle le contre avec une balle magique qui se transforme en un bouclier électrisant et l'électrocute jusqu'à l'oubli. Ils se réunissent tous en pensant que tout est fini, mais Aya arrive avec son grimoire et annule la magie de tout le monde. Elle poignarde ensuite Koju, alors Yukina se lance dans le ciel pour lui porter un coup avec sa lance. Mais la sorcière la capture et avoue que Yukina était la véritable cible, sachant que seule sa lance conserverait encore ses pouvoirs magiques contre le sort. Koju et Sayaka se reposent dans une chambre, et à cause du sort d'Aya, ses blessures ne peuvent pas guérir car ses pouvoirs magiques sont désactivés. Sayaka propose de se déshabiller et de l'exciter, et elle commence par lui montrer les sous-vêtements de sa grand-mère. Mais comme prévu, cela casse l'ambiance. Plus tard, Yuna entre brusquement avec sa blessure et propose à Kojo son sang, parce qu'elle est la fille d'Aya, et comme la magie d'Aya est encore active, la magie de Yuna fonctionnera toujours pour Kojo. Elle se coupe le cou et le laisse la vider de son sang, ce qui fonctionne et active son état de vampire. Il se tourne également vers Sayaka, qui le piège entre ses jambes, car elle ne peut pas se passer de lui. Ensuite, son quatrième familier est activé, ce qui gèle tout dans l'espace et empêche l'île de couler par manque de magie. Il se rend à l'école et libère Yukina de sa cage. Puis, il se prépare à vaincre la sorcière. Cependant, elle appelle ses compagnons de cellule pour se battre en son nom, mais Kojo les achève dans un battement. Coup. Aya tourne ensuite son attention vers Yukina et lance son épée vers elle pour voler ses souvenirs. Mais juste à temps, un gardien doré apparaît, envoyé par Mina. Elle a apparemment retrouvé sa mémoire et réclame le livre d'Aya, l'utilisant pour lier son familier. Mais Aya vend rapidement son âme au diable et atteint l'état le plus puissant qu'une sorcière puisse jamais exister en. Heureusement, l'épée de Yukina peut la ramener à son état de sorcière de base. Alors elle l'utilise et affaiblit Aya, rendant la raison à l'île, alors que tous ses sorts magiques sont annulés. Ils regardent tous plus tard les feux d'artifice, et Yuna embrasse Kojo pour lui dire au revoir. Ensuite, tout le monde est témoin de la demande en mariage de Yukina à Kojo. Quelques jours plus tard, Kensei est attaqué par une caricature de Michael Jackson, qui se fait appeler Ku et affirme revenir pour le souvenir de son maître, afin d'activer le sang du sage. Pendant ce temps, Yukina reçoit 4 jours de vacances, et on lui dit de s'amuser au lieu de s'occuper d'un vampire vierge médiocre. Elle le rencontre au centre commercial pour l'informer de l'évolution de la situation, mais ils sont ensuite rejoints par Ku, qui cherche à utiliser Kanaz comme offrande pour Wiseman. Ku attaque Kojo avec ses pouvoirs d'alchimiste,
et Yukina intervient pour le sauver. Le gars voit qu'il est en désavantage, donc il s'enfuit. Mais d'abord, il essaie de finir Kojo avec un arbre qu'il a transformé en acier. Curieux, Kojo se rend au bureau de Mina et demande à Astarte ce que recherchent les alchimistes comme Kou. Il découvre qu'ils sont à la recherche de l'immortalité, alors il va se renseigner davantage sur eux auprès d'Asaji. Cependant, elle n'en sait rien, donc il se dirige vers le vieux monastère où Kou effectuera plus tard son rituel. En chemin, il surprend quelqu'un et attrape Asaji au début. Mais c'est juste Mina qui a l'air tellement dégoûtée qu'un méchant comme Asaji a pratiquement détruit le bar pour une petite saucisse. Il est libéré et sort avec Yukina qui l'emmène dans un hôtel et mentionne quelque chose à propos de sa première fois. Alors il pense que ça va se passer dans la chambre 306, mais elle lui dit de fermer les yeux et il se retrouve dans l'organisation Leon King. Ils sont accueillis par Sayaka en cosplay et abordés par un stupide chat noir qui récupère la lance de Yukina et lui dit de profiter de ses vacances pour se ressourcer. Asaji appelle Kojo pour lui dire qu'elle a perdu les boucles d'oreilles qu'il lui a offertes et qu'elle les cherche autour du monastère. Il lui dit de rester à l'écart, mais elle est trop obsédée par ses foutues boucles d'oreilles. Sans qu'elle le sache, Kou et son maître sont au vieux monastère pour activer le rituel du sang-sage. La légendaire alchimiste Mina se matérialise et le patron nage nu dans son sang. Peu après, son corps commence à être dévoré et il appelle Kou à l'aide, mais il aurait dû savoir qu'il n'était qu'un bouc émissaire et que Kou était là pour son propre intérêt. Peu de temps après, Asaji est frappé par les débris du bâtiment et observe le rituel de sang se dérouler. Mais dès que Kou l'aperçoit, il lui tranche l'abdomen et elle tombe morte. Kojo court jusqu'à l'endroit pour trouver Asaji mort. Dans son angoisse, il crie, libérant tellement de puissance que cela perturbe les systèmes de l'île. Kou arrive et se moque de lui, déclenchant une attaque simultanée de Kojo et Yukina contre lui. Cependant, il esquive les attaques et active sa forme métallique immortelle. Alors Kojo invoque un mercure, dévoreur, qui se débarrasse de l'affreux morceau de métal. Juste à ce moment-là, Asaji ressuscite avec ses taches de sang et semble avoir oublié qu'elle était morte. Elle suit Kojo chez lui pour prendre un bain, mais dès qu'elle lave les taches, elle trouve un bouton rouge sur sa poitrine et lorsqu'elle appuie dessus, elle tombe inconsciente. Elle se lève et marche sans but dans la salle de séjour, donnant à Kojo une autre raison de saigner pour la convoitise. En fait, la dame qui parlait n'était plus Asaji, mais Mina, dont le sang a été utilisé pour le rituel et a sauvé Asaji de mourir réellement. Elle crée une serviette à partir de fleurs, car elle est aussi une alchimiste, puis dit à Kojo de ne pas s'emballer, car Kou n'est pas mort et s'est seulement divisé en parties. Pendant que cette conversation a lieu, Kou se faufile dans un bâtiment et est piégé par Mina pour l'empêcher d'atteindre sa cible. Kanaz. Il se transforme bientôt en métal et se libère des chaînes, mais Astarte le fait taire si facilement. Chez Kojo, Mina promet de quitter le corps d'Asaji dès qu'elle récupérera le sang du sage. Yukina les rejoint plus tard pour le dîner, alors Kojo dit à Mina de ne pas tout gâcher et d'agir comme Asaji. Le lendemain, Yeisei garde une trace du sang du sage que Kou avait caché. Ensuite, il ordonne aux flics de le congeler avec de l'azote liquide et des sorts magiques. Mais dès que le salaud de Kou apparaît, tout fond et les flics lui tirent dessus frénétiquement. Cependant, le sanguinaire Wiseman crée une explosion avec les balles tirées. Sur les lieux, Mina explique à Kojo que cet effet n'était pas vraiment l'œuvre de Kou, mais du Wiseman lui-même, qui est l'alchimiste le plus puissant vivant et ne vise qu'à détruire les humains inférieurs. Alors que les étudiants sont en vacances sur leur bateau de croisière, Yukina et Kanase ont un mauvais pressentiment et suivent leur intuition pour inspecter le navire. Sur le parking, Kou les rejoint et Kanase décide qu'il serait préférable pour elle de courir plus loin des autres étudiants pour éviter de les blesser. Alors, il lui lance une voiture et démarre une course-poursuite animée. D'un autre côté, le corps d'Asaji perd connaissance, donc Mina crée un double du corps avec un peu de son sang. Mina les rejoint et informe Kojo que Kou est à la poursuite du navire des étudiants. Alors elle l'emmène vers un dirigeable idiot appartenant à Folia. Peu après, le maître de Yukina de l'organisation laisse tomber sa lance avant que Kojo et les autres ne partent. De retour sur le navire, Kanas met Kou en colère en lui disant brutalement que son désir de devenir humain en la sacrifiant à Wiseblood ne fonctionnera pas car il n'a jamais été humain. Il saute haut et est sur le point de la disséquer, mais Yukina intervient rapidement et l'arrête avec un couteau de cuisine. Cependant, il forme plus d'hommes de main à partir de son métal et charge vers eux, mais Kojo le frappe avec un missile à la dernière seconde, bien qu'il soit remercié par les crises de Yukina à la place. Mina exige le sang de Wiseman de Kael, mais c'est trop tard, et bien que son crâne soit physiquement présent, son sang est partout dans la mer, cherchant à rassembler suffisamment de métaux pour créer sa forme. En un rien de temps, il renaît en un monstre métallique doré qui commence à attaquer Kojo. Pour empêcher que tout le navire ne soit détruit, Kojo active une brume, mais dans le processus, il se transforme en métal
et Yukina éclate en sanglots. Cependant, son prédécesseur, Avrora, l'embrasse pour lui redonner vie et lui donner une seconde chance ainsi qu'un nouveau familier. Et après avoir pris un peu de sang de Yukina, il invoque tous ses familiers, tandis que Yukina affronte l'ennemi imprudent avec sa lance et l'anéantit complètement. Kojo invoque un tout nouveau familier, une géante, qui étouffe ce type de Wise Blood dans sa poitrine et le fait disparaître. Ensuite, Kojo cède à la fatigue et s'endort. Au bout d'un moment, le professeur de Yukina lui demande ce qu'elle aimerait faire à l'avenir, et en se changeant dans la salle de bain, elle y réfléchit. Mais une silhouette effrayante et sans intrigue apparaît de nulle part et la frappe à la poitrine. Plus tard, Yukina commence à se comporter bizarrement, parlant à Kojo comme si elle le rencontrait pour la première fois, et caressant Mina comme si c'était une enfant. Mina agite en caressant les coussinets de Yukina en public, mais elle semble être dérangée par ce qu'elle ressent. Elle appelle Nagisa tante et Asagi docteur, mais bientôt elle se sent malade et s'en va. Pendant ce temps, Vatelar et Sayaka traînent près de quelques ruines, observant des vagues étranges s'élever d'un le trou. Peu à peu, Vaito commence à briller d'une teinte violette et invoque un de ses dragons, l'envoie au fond du puits et attend de voir ce qui se passe. Étonnamment, le dragon sort du puits en ayant l'air d'avoir gagné de l'expérience améliorée. De retour à l'école, Kojo comprend à partir du discours aléatoire de Yukina qu'elle n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être, car elle a soudainement des envies de vampire. Par coïncidence, la vraie Yukina arrive et dit à Kojo de s'éloigner de l'imposteur pour qu'elle puisse s'en débarrasser. Avant que l'imposteur ne puisse s'expliquer, le dragon des ruines survole l'école et Mina essaie de contrôler la situation avec ses pentagrammes dimensionnels. La fausse Yukina semble reconnaître la créature et dès qu'elle la voit, elle lui transperce de ses appendices et la laisse morte. Kojo l'attrape, mais le dragon enroule sa queue autour de sa main et utilise ses ventouses pour aspirer lentement la vie de Kojo. Yukina intervient et sauve Kojo, mais lorsqu'elle utilise sa lance sur le dragon, elle se brise en morceaux. Cela pourrait être fini pour elle, mais sa doublure convoque un familier et bat le dragon, puis Kojo va consoler Yukina pour sa lance cassée, après quoi elle est appelée par son organisation. En se baignant chez Kinesis, le double de Yuki dit que le dragon a été créé par les humains et transcende le temps et l'espace, détruisant la Terre en dessous. Pour confirmation, Asagi est informé par son intelligence artificielle que l'île se désintègre progressivement, bien que cela ne soit pas si évident. Plus tard dans la journée, Yukina informe Sayaka et Kojo qu'elle a été convoquée par l'organisation et qu'elle ne sera probablement pas autorisée à rester aux côtés de Kojo car elle a vraiment trop foiré. Elle part en larmes et Kojo dit à Sayaka que c'est probablement mieux ainsi car il n'a été qu'un problème pour elle. Mais Sayaka chasse la stupidité en lui donnant une claque et le traite de minable. Elle lui dit de se ressaisir et de se battre pour Yukina car elle aurait fait la même chose pour lui. Réalisant qu'elle a raison, Kojo remercie Sayaka et court pour arrêter Yukina tout en se remémorant les souvenirs qu'ils ont partagés ensemble. Cependant, en chemin, le dragon cause une destruction massive et Asagi dit à Kojo de courir se mettre en sécurité car l'île va couler dans les prochaines heures. Asagi est sur le point de lui avouer qu'elle l'a embrassé parce qu'elle est amoureuse de lui, mais les interphones s'arrêtent à ce moment-là. Pendant ce temps, Yukina est approchée par sa version factice et est conseillée d'affronter ses sentiments. Elle avoue qu'elle veut vraiment rester avec Kojo, donc le faux crée un billet magique qui l'emmènera à sa rencontre. Kojo, par contre, attaque le dragon avec son familier et le tue effectivement, mais il ressuscite immédiatement. Avec l'aide de Sayaka et Artieda, ils attaquent à nouveau le dragon, mais encore une fois, il tombe et ressuscite en quelques secondes. Après que le dragon a absorbé une partie des pouvoirs de Kojo, Kojo tombe au sol et Valtre intervient rapidement, prêt à se donner à fond contre le dragon. Depuis le ciel, Yukina apparaît soudainement avec une nouvelle lance et frappe le dragon en son cœur, le faisant éclabousser de crème. Kojo prend un peu de son sang et devient assez fort pour inverser les attaques du dragon. Ensuite, les deux Yukinas combinent l'énergie de leurs armes et tranchent à la queue du dragon, et le familier de Kojo finit le travail en détruisant la forteresse du dragon. Après cette bataille, tout revient à la normale et Yukina dit qu'elle plaidera auprès de son organisation pour rester sur l'île. Mais Sayaka lui dit que personne ne lui a vraiment demandé de quitter l'île et que l'ordre de retour était juste pour un examen médical de routine. La fausse Yukina leur dit au revoir et s'en va, mais avant de partir, elle appelle Yukina sa maman, puis disparaît. Après avoir tout compris, Yukina et Kojo réalisent qu'elle était leur fille du futur, étant donné qu'elle était une vampire et le portrait craché de Yukina. Alors que Kojo se retrouve à faire des travaux manuels à la piscine,
il commence à se plaindre comme une fille du 21e siècle de pourquoi il devrait nettoyer la piscine alors qu'il est censé profiter de la vie. Yukina, qui l'observait, rappelle à Kojo qu'il quitte souvent ses cours tôt et les sèche, c'est pourquoi il doit faire le travail supplémentaire. En entendant cela, Kojo rafraîchit gentiment la mémoire de Yukina en lui disant qu'il ne sèche pas les cours juste pour rire. Mais il a toujours des ennuis avec les monstres libérés par Frankenstein. Avec ça, il se plaint de la façon dont Mina est raciste envers les vampires, car elle le fait toujours travailler jusqu'à l'os. Yukina, pendant sa période d'ovulation, sourit à Kojo et lui dit qu'elle va l'aider à nettoyer la piscine. Se sentant coupable, Kojo s'excuse auprès de Yukina qui lui assure qu'après tout, elle est l'observatrice du 4e progéniteur. En sautant dans la piscine, Yukina montre accidentellement à Kojo son armure de complot, ce qui lui fait aussitôt rougir. Elle s'énerve contre Kojo, lui disant qu'il est pervers même lorsque Kojo lui rappelle qu'il n'est littéralement pas responsable de sa propre stupidité. Se sentant troublée, Yukina attrape un tuyau d'arrosage et l'utilise pour donner une leçon à Kojo. Tout à coup, Yaeza arrive sur place et leur dit qu'ils ne peuvent pas flirter ouvertement comme ça. En entendant cela, Kojo se demande s'il est entouré de gens aveugles qui ne peuvent pas voir ce qui se passe réellement. Yukina rejoint la conversation en disant avec colère à Yust qu'elle préférerait s'inscrire pour une torture médiévale plutôt que de flirter avec Kojo. Changeant de sujet, Yuste raconte au groupe comment ce complexe de luxe organise un essai, permettant aux perdants sans le sou de fréquenter l'endroit gratuitement, c'est pourquoi ils devraient aussi y aller puisqu'ils sont aussi des clochards. Alors que Kojo et Yukina expriment leur excitation, Yaeza déclare qu'il invitera également Nagisa et Asaji. Le jour suivant, Kojo et Asaji sont vus travaillant dur à un stand de nourriture. Après avoir servi certains des clients, Kojo déclare avec colère comment Yaeza les a encore trompés. Asaji, par contre, sourit et dit à Kojo qu'elle est habituée à la sournoiserie de Yaeza. Elle poursuit en disant que ce type a toujours un motif caché derrière ses suggestions trop belles pour être vraies. Kojo souffle d'agacement et dit à Asaji à quel point l'essai est hyper réaliste, car les clients autour de lui ressemblent à de vraies personnes. Après avoir pris une gorgée de la bouteille d'eau d'Asaji, Kojo laisse tomber sa colère et dit à Asaji qu'il est toujours heureux que ses amis profitent du séjour au complexe en échange de leur dur travail. Pendant ce temps, Yukina et Nagisa se promènent à l'aquarium lorsque Nagisa demande à Yukina si elle est curieuse de savoir ce que Asaji et Kojo pourraient en faire. Yukina lui répond tranquillement qu'ils doivent vendre des hot dogs. Nagisa soupire face à la naïveté de Yukina et lui dit qu'Asaji est probablement en train de goûter le hot dog de Kojo à cet instant. Avant que Yukina ne puisse réagir, une impulsion magique la frappe elle et Nagisa de nulle part. Au début, Yukina se demande si cela a été causé par Kojo, mais elle change rapidement d'avis en se rappelant à quel point la magie de Kojo est complètement différente. En regardant autour d'elle, Yukina réalise que personne d'autre qu'elle et Nagisa n'a ressenti l'impact. Soudain, Nagisa dit à Yukina de regarder le démoniaque, les bêtes. En suivant le signal, Yukina voit les bêtes démoniaques devenir folles à l'intérieur de leur réservoir d'eau. Elle réalise instantanément que cela doit être à cause de l'impulsion magique. Tout à coup, Nagisa lévite comme un enfant maudit d'un film d'horreur et ordonne aux bêtes démoniaques de se calmer. Les bêtes obéissent à l'ordre, ce qui surprend Yukina. Cependant, tout à coup, Nagisa perd connaissance, obligeant Yukina à s'occuper d'elle. Une voix s'adresse à Yukina et elle lève les yeux pour voir une fille aux longs cheveux noirs tenant un appareil photo. La fille demande alors à Yukina si elle peut prendre une photo d'elle. Déconcertée par la demande de la fille, Yukina lui dit poliment qu'elle ne peut pas poser pour le moment. En entendant cela, la fille dit à Yukina qu'elle a le potentiel d'être une entrepreneur, puis s'en va. En attendant, Kojo part livrer de la nourriture quand il voit une jeune fille assise sur le porche. Après l'avoir observée, Kojo se surprend à penser qu'un bracelet de cheville pourrait être un bijou vraiment unique. Cependant, il chasse rapidement ses mauvaises pensées et va rencontrer Asahi qui lui demande pourquoi il traîne avec une jeune fille. Lorsque Kojo se retourne pour voir de quoi parle Asahi, il retrouve la même jeune fille qu'il a vue plus tôt. La fille se présente ensuite comme Yume et révèle comment Sayaka l'a sauvée d'une recherche, installation. Cependant, en s'échappant, Sayaka lui a demandé de voir un homme nommé Kojo pendant qu'elle élimine les méchants dans le bâtiment. Après avoir appris l'épreuve de Yume, Asahi dit à Kojo qu'il devrait rencontrer Yukina et obtenir plus d'informations sur la mission de Sayaka puisqu'ils sont amis. Sans plus tarder, Kojo et Asahi se dirigent à l'intérieur de la station où ils commencent à par un barbecue. Ensuite, Yukina informe Kojo qu'elle a essayé d'obtenir plus d'informations, mais tout ce qu'elle sait, c'est que Sayaka est toujours en vie. Alors que Yukina et Kojo essaient de comprendre, plus Yum rejoint la conversation et révèle que peut-être Sayaka essaie de sauver sa grande sœur qui était également enfermée avec elle dans le laboratoire de Kusuki Arise. Entendant le
Non, Kojo essaie de se rappeler où il a entendu ce nom auparavant. Yukina intervient alors, déclarant que Kusuki est le propriétaire du centre de villégiature. Cela les amène à demander à Yume pourquoi un propriétaire de centre de villégiature l'enfermerait, elle et sa sœur, dans un laboratoire. Alors que Yume regarde Kojo avec appréhension, Kojo la rassure qu'ils essaient juste de l'aider, elle et sa sœur, Riru. En entendant cela, Yume révèle comment Arize était initialement après Riru, qui participait volontairement aux expériences menées par Kusuki. Lorsque Kojo essaie d'en savoir plus sur le expérience, Yume devient silencieuse et dit à Kojo qu'elle ne veut pas en parler pour le moment. Pendant ce temps, Sayaka est appréhendée par la fille aux cheveux noirs que Yukina a rencontrée dans le passé, Aquarium, et il s'avère qu'elle travaille aussi pour Kusuki. Maintenant enfermée dans le laboratoire de Kusuki, Sayaka confronte la fille en lui demandant si elle est aussi une prêtresse de l'épée. En réponse, la fille révèle qu'elle est une prêtresse Rikujin, ce qui fait réaliser à Sayaka que l'étrangère est comme elle, mais en mieux et plus forte. Se sentant maintenant menacée, Sayaka dit à la fille qu'elles sont comme les deux doigts de la main, car elles sont toutes deux des chiens de l'État qui suivent aveuglément les ordres. La seule différence est qu'ils travaillent tous les deux pour des organisations différentes. Après avoir entendu Sayaka parler, la fille se présente comme Kisaki et déclare qu'elle n'est pas son ennemie. Cependant, Sayaka a du mal à le croire et dit à Kisaki que si c'était vrai, elle ne l'aurait pas retenue comme si elle était sur le point de lui voler ses organes. Pour prouver qu'elle est légitime, Kisaki débloque les menottes de Sayaka et lui dit qu'elle la libérera une fois sa mission terminée. Mais avant cela, elle doit devenir un réceptacle de pouvoir. Avant que le cerveau pathétique de Sayaka ne puisse comprendre ce qui se passe, Kisaki dévoile une arme qui envoie Sayaka vers elle. Genou. Kisaki déclare alors que la seule raison pour laquelle son organisation, Taishugyoku, existe était qu'il souhaite protéger l'humanité. En attendant, Kojo se réveille et trouve Yukina, Nagisa et Asahi dormant ensemble. Avant qu'il puisse laisser son animal sortir sur les filles inconscientes, Yaeza entre dans la pièce en ayant l'air d'avoir rempli son foie avec une tonne de fût. Alors que Kojo essaie de s'enquérir de lui, Yaeza court vers lui mais finit par entrer en collision avec un mur avant de s'évanouir. Yaeza murmure quelque chose à propos du contrôle de l'esprit. Tout à coup, Kojo entend une fille pleurer. Habituellement, il ignore de telles situations car il sait comment son espèce meurt généralement dans les films d'horreur. Cependant, cette fois, Kojo prend son courage à deux mains et trouve Yume en train de pleurer, qui lui dit de rester en arrière. Soudain, Kojo est accueilli par la queue de Yume, ce qui fait que Yume s'enfuit en courant. L'embarras. Alors que Kojo se retourne, il trouve Yukina debout. Il lui dit rapidement que quelque chose ne va pas du tout avec Yume, mais Yukina lui dit que toutes les filles poussent des queues en grandissant. Cependant, Kojo trouve cela difficile à croire et essaie de poursuivre Yume quand il est arrêté par Yukina qui lui crie dessus en lui disant qu'il se comporte comme quelqu'un qui a une tonne d'huile pour bébé dans sa salle de bain. Kojo est surpris par le comportement de Yukina qui continue de le critiquer pour ne pas être attentif envers elle et pour toujours flirter avec Yume et les autres filles. Plus Yukina parle, plus elle devient déséquilibrée. Heureusement, elle arrête de parler complètement mais va chercher son arme pour pouvoir se débarrasser de Kojo. Cependant, alors qu'elle pointe son arme vers lui, Asahi entre dans la pièce et demande à Kojo pourquoi il flirte toujours avec Yukina alors qu'il ne peut même pas attraper ses gros seins. Sans aucun avertissement, Asahi saute sur Kojo, espérant lui dire comment son chat se sert comme des pop-sockets. Tout d'un coup, Yukina frappe Asahi avec son arme, la faisant tomber inconsciente. Légèrement gênée par son comportement, Yukina explique que Asahi était sous contrôle mental avant qu'elle ne la libère. En entendant cela, Kojo déclare qu'il n'a jamais cru qu'un jour deux filles sexy se battraient pour lui. Tout à coup, Nagisa serre Kojo par derrière, le faisant soupirer. Il demande à Yukina de s'occuper d'elle, ce qu'elle fait rapidement. Une fois les choses revenues à la normale, Kojo et Yukina se demandent qui pourrait bien vouloir qu'ils participent tous à une telle orgie lorsque Yume est entendu en train de ricaner d'en haut. Jetant son innocence qui avait trompé tout le monde, Yume déclare comment elle a contrôlé mentalement tout le monde pour qu'ils disent ce qu'ils veulent vraiment dire. Elle révèle également comment elle n'a pas pu contrôler le cerveau de Kojo et lui demande si c'est parce qu'il n'a pas de cerveau du tout, car Kisaki lui avait assuré qu'elle serait capable de manipuler même le Léviathan. Voyant un changement aussi radical dans l'attitude de Yume, Kojo affirme avec assurance qu'elle ne peut pas être la gentille fille qu'il portait sur son dos. Yume sourit et dit qu'elle est Yume, seulement Yume aime l'appeler Riru. Se souvenant comment Yume leur avait dit qu'elle avait une sœur aînée, Riru Yukina demande à la fille en face d'elle si Yume souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité. Yume, ou Riru, répond à Yukina qu'elle est proche de la vérité car Yume l'a effectivement créée en réponse à un traumatisme, ayant été harcelée par ses camarades et ses parents. Confuse quant à la raison pour laquelle quelqu'un pourrait harceler une fille comme Yume, Yukina demande à Riru ce qui a poussé les gens à détester Yume. La fille révèle ensuite que c'est parce que Yume est une succube et que personne ne veut être ami avec ou parent d'une fille qui peut manipuler leur esprit pour les faire avouer leurs désirs les plus pécheurs. Après avoir appris la vérité,
Riru dit avec assurance à Kojo qu'il doit maintenant détester Yume. Mais à sa grande consternation, Kojo déclare que sa dernière petite amie avait 20 personnalités. Surprise par cela, Riru demande à Kojo s'il est un fichier PDF, mais au lieu d'attendre une réponse, elle s'échappe. Kisaki arrive sur les lieux et salue Kojo et Yukina, qui informe Kojo que Kisaki appartient à une organisation qui s'occupe également des catastrophes magiques. Kisaki envoie ensuite une Sayaka contrôler mentalement à Kojo et Yukina pendant qu'elle s'envole avec Riru. Kojo dit à Yukina de s'occuper de Riru pendant qu'il s'occupe de Sayaka. Avant de partir, Yukina dit à Kojo que Sayaka est super forte et donc il doit être prudent. Rapidement après, une bagarre éclate entre Sayaka et Kojo, qui jette Sayaka dans une rivière proche avant de lui sucer le sang. Ailleurs, Yum revient à elle-même et dit à Kisaki et Yukina d'arrêter de se battre pour elle. Sans leur laisser le temps de réagir, Yumi s'envole comme une chauve-souris. Yukina revient et trouve Sayaka revenue à elle. Alors elle demande si le président Kusuke veut une jeune fille, car il a l'intention d'ouvrir une île Epstein. Sayaka clarifie ensuite que Yume est un descendant du plus puissant succube du monde, Lilila. C'est pourquoi Kusuke a l'intention d'utiliser le pouvoir de Yume pour contrôler une arme vivante appelée Léviathan. En apprenant la vérité, le groupe décide de demander l'aide d'Asaji pour découvrir plus de détails. Le geek informatique révèle comment Kusuke a en fait créé une intelligence artificielle nommée Riru pour faire ressortir le pouvoir de succube de Yume. Il s'avère que Yume n'a pas d'alter ego, mais qu'on lui a donné de force un alter ego informatisé qui peut être manipulé. Sans perdre un instant, Kojo, Sayaka et Yukina se précipitent pour sauver Yum. À l'intérieur du véhicule, Sayaka dit avec colère à Kojo d'oublier ce qu'il a vu plus tôt. Il s'avère que pendant que Kojo et Sayaka avaient un duel, le bikini de Sayaka s'est défait. Kojo assure rapidement à Sayaka que ce qu'il a vu était assez oubliable, donc elle ne devrait pas s'inquiéter du tout. Cela rend Sayaka encore plus contrariée, la faisant s'énerver contre Kojo. Yukina, qui était assise tranquillement derrière, dit aux deux d'arrêter de flirter alors qu'ils sont littéralement sur le point d'affronter une bête biblique. Cependant, lorsque les deux essaient de discuter, Yukina montre qu'elle est 10% voyou en sortant son arme, ce qui les fait immédiatement taire. Entre-temps, Kisaki plonge sous l'eau à la recherche du Léviathan avec Yume inconsciente dans le réservoir en verre. De retour au complexe, Asaji essaie d'annuler le programme créé par Kisaki, ce qui provoque une division dans la personnalité de Yume. Elle demande l'aide de Magway, qui lui révèle comment la deuxième personnalité de Yume est conçue pour avoir de la haine pour l'humanité. En essayant de supprimer le programme, Asaji est confrontée par elle, collègue, Liliane, qui révèle comment elle doit s'occuper du programme selon les ordres de Taisha Kyoko. Cela surprend Asaji, qui essaie de lui demander pourquoi elle aide une organisation aussi merdique. En réponse, Liliane dit à Asaji que cela ne la regarde pas et la met au défi d'essayer de l'arrêter. Pendant ce temps, sous le sous-marin de Kisaki s'arrête en apercevant Léviathan se détendre à proximité. Cependant, tout à coup, Riru se réveille, ce qui surprend Kisaki, qui appelle rapidement Kisaki pour lui demander ce qui se passe. Kisaki révèle alors qu'elle l'a utilisé et ne suivait pas vraiment ses ordres, car elle avait reçu une mission secrète de sa part, organisation qui est de couler l'île. Alors que Kisaki devient fou de rage, Riru lui demande s'il est surpris d'apprendre qu'il est la vraie victime. Maintenant bouillant de colère, Kisaki essaie d'attaquer Riru, qui sort facilement le vieil homme. Dehors, Kisaki apprend l'intrusion du gang de Kojo et va les confronter. En tant que la fille patronne badass qu'elle est, Kisaki déclare qu'une fois que Léviathan est manipulé par Riru, alors ils ne pourront rien faire. En entendant de Kisaki que c'est Riru qui manipule Léviathan, Kojo déclare qu'il pensait que Kisaki était celle qui manipulait tout. Kisaki révèle alors comment c'était le véritable souhait de Yume de détruire l'île, car elle était ostracisée par tout le monde sur l'île. Kisaki poursuit en révélant comment Yume a plongé ses parents et ses camarades de classe dans le coma, depuis qu'elle voulait se protéger de leur brutalité. Elle révèle également comment il y a eu des moments où Yume a envisagé de se suicider, mais ne pouvait pas, car elle savait que Lilila choisirait un autre réceptacle, et que le cycle de haine et de douleur continuerait. C'est pourquoi Yum s'est associé avec elle afin qu'elles puissent toutes deux atteindre leurs objectifs. Yum contrôlera Léviathan en utilisant ses capacités de contrôle mental, provoquant la destruction de l'île. C'est ce que Kisaki et son organisation recherchent, tandis que Yume mourra à l'intérieur du Léviathan, dont le ventre empêcherait l'esprit de Lilila de s'échapper. En entendant comment Yume a l'intention de mourir seul, Kojo devient fou de rage. Kisaki explique ensuite comment Yume a créé Riru comme un mécanisme d'autodéfense, ce qui explique pourquoi Yume a accepté de venir avec Sayaka, mais Riru se souvenait de toutes les émotions sombres qui se cachaient à l'intérieur de Yume, c'est pourquoi elle a collaboré avec elle. Kojo devient plus bouleversé et dit à Kisaki comment il va sauver Yume. Kisaki, cependant, dit à Kojo avec confiance qu'il n'a aucune chance contre le Léviathan, qui est l'arme vivante la plus puissante. En réponse, Kojo sourit et dit à Kisaki qu'elle oublie qu'il est le protagoniste de cette série. Peu importe la menace
il le vaincra facilement. Reconnaissant la confiance de Kojo, Kisaki sort son arme pour arrêter Kojo lorsque Sayaka intervient et dit à Kojo et Yukina de continuer, tandis qu'elle confronte Kisaki. D'accord avec Sayaka, Kojo et Yukina tombent alors sur Léviathan, qui est aussi énorme que le derrière de Nicki Minaj. Presque instantanément, Kojo et Yukina sont attaqués par la bête. Yukina fait de son mieux pour esquiver l'attaque, mais étant une femme, elle est incapable de tuer le démon. Kojo et Yukina réalisent rapidement qu'attaquer une bête aussi majestueuse de l'extérieur est impossible. Alors Kojo propose d'entrer dans le Léviathan et de ramener Yume à la surface puisqu'elle est la cause de tout cela. Yukina sourit et dit à Kojo que s'ils survivent, ils pourront avoir une célébration spéciale. Pendant ce temps, Liliana se moque d'Asaji en disant qu'elle est nulle avec les hommes et les machines, donc même un robot ne voudrait pas d'elle. Cela énerve tellement Asaji qu'elle devient complètement obsédée. Maud, et non seulement elle arrête Liliana, mais découvre également la véritable identité de Liliana. Cela impressionne énormément Liliana, et elle se retrouve inspirée par Asaji. En attendant, Kisaki lâche une bombe sur Sayaka. Non, ce n'est pas son cul, mais la vérité sur la façon dont Asaji détruira l'humanité à l'avenir si elle reste en vie. Cependant, Sayaka ne comprend pas pourquoi l'organisation de Kisaki voudrait détruire l'île jusqu'à ce que Kisaki l'informe qu'Asaji ne peut pas être détruite tant qu'elle est sur l'île. Elle déclare que l'île Atogami est l'hôtel de Cain et est conçue pour protéger la prêtresse de Cain, qui n'est autre qu'Asaji. C'est pourquoi Taishi Kyoku utilise le Léviathan pour faire couler l'ensemble. Malgré avoir appris les motifs de Kisaki, Sayaka décide de se battre contre elle et la termine dans secondes. À l'intérieur du ventre de Léviathan, Kojo et Yukina convainquent Nayum de simplement consulter un thérapeute au lieu de se suicider. Après beaucoup de persuasion, Yume accepte, mais Léviathan se libère alors du contrôle de Yum et se fâche contre la façon dont les humains essaient de le manipuler et de le contrôler. Alors, il lance sa propre version du mouvement MeToo qui implique de tirer des lasers. Poutre, Kojo suce le sang de Yukina et invoque un nouveau familier, une épée intelligente pour s'occuper de Léviathan. Cependant, lorsque cela ne fonctionne pas, Yum chante une mélodie qui calme instantanément Léviathan, car il veut s'éloigner de la voix horrible de Yum. Une fois la menace écartée, Yum revient avec Kojo et Yukina. Le lendemain, Yum informe Kojo et ses amis qu'elle est officiellement autorisée à rester sur l'île d'Atogami. Cela rend Kojo très heureux, car il peut désormais avoir une fille à présenter à Leonardo DiCaprio. Yume remarque son enthousiasme et dit à Kojo qu'elle fera de son mieux en tant que femme pour le garder. Heureux. Cela surprend Kojo qui demande à Yum ce qu'elle veut dire exactement, et donc Yume lui rappelle comment dans le ventre de Léviathan, il a promis de la rendre heureuse. Réalisant que Yum a mal compris ce qu'il voulait dire, Kojo essaie de s'expliquer, ce qui lui vaut les accusations de Yum selon lesquelles tous les hommes sont des bons à rien. Pendant ce temps, Yukina observe Kojo depuis les buissons et se demande si Kojo n'est qu'un dragueur ou un fichier PDF certifié. Soudain, Nagisa et Kanase apparaissent derrière elle et rappellent à Yukina que ce n'est pas parce qu'elle a été nommée observatrice de Kojo qu'elle doit devenir creepy. Sur lui, Yukina essaie de trouver des excuses, mais bien sûr, Nagisa n'en veut pas. Kanase, quant à elle, dit à Yukina qu'elle ressent ce qu'elle ressent, car elles sont dans le même bateau. Une fois que les PNJ partent, Yukina est abordée par un homme qui lui demande s'il peut s'asseoir sur le banc à côté d'elle. En le voyant, Yukina réalise pourquoi les jeunes filles préfère les hommes plus âgés. L'homme lui demande alors pourquoi elle fixe Kojo avec tant d'intensité et se demande à voix haute si elle est une harceleuse ou une fille jalouse. Yukina est troublée et au lieu de lui répondre, elle exige de connaître son identité. Tout à coup, Nagisa revient et s'adresse à l'homme plus âgé en l'appelant Gaju. Peu de temps après, Gojo arrive sur les lieux et salue chaleureusement Gaju, qui se révèle être le père de Kojo et Nagisa. Quelques jours plus tard, Kojo se trouve en classe et demande à son professeur Mina, pourquoi étudie-t-il la veille du Nouvel An? Mina lui rappelle alors grossièrement qu'il est un parasite qui se nourrit de matières fécales humaines et mérite d'être interné. Astarté, qui est aussi présente dans la pièce, est d'accord avec Mina. Changeant de sujet, Mina demande à Kojo où est son beau-papa, et donc Kojo révèle qu'il est venu rendre visite à sa sœur il y a une semaine, et ensuite l'a ramené sur le continent avec lui. Une fois que Kojo a fini d'informer Mina, il lui demande comment elle connaît son père. Mina révèle alors comment son père se mêle constamment de son travail, ce qui surprend Kojo alors qu'il se demande comment son père incompétent peut interférer avec le travail d'un mage d'attaque. Après, en cours, Kojo rentre chez lui et remercie Yukina d'avoir rangé son appartement. Yukina, qui est déterminée à devenir une épouse, sourit timidement et dit à Jojo qu'elle peut aussi l'aider à se détendre. Cependant, Kojo la rejette et se demande avec colère pourquoi sa mère lui a fait faire un grand ménage. Voulant se calmer, Kojo dit alors à Yukina que Mina demandait des renseignements sur son père. Avant qu'il puisse continuer la conversation, la sonnette commence à retentir. En vérifiant la porte, Kojo est accueilli par son ami stupide,
Yaeza, qui lui rappelle comment ils avaient tous prévu d'aller au temple ensemble, est ensuite confrontée à une vue dont vous autres perdants ne pouvez que rêver. Toutes les filles saluent timidement Kojo dans leur yukata traditionnel et lui demandent de les complimenter. Tout en soupirant, Kojo leur dit qu'il n'est pas en période d'ovulation et leur demande de calmer leurs ovaires en leur donnant un peu d'eau froide. Asagitan remarque comment Yukina s'est installée, ce qui l'agace légèrement. Yaeza leur raconte aussi comment Yukina, Kojo et Asaji ressemblent à un couple marié, ce qui vaut à Kojo un coup de poing de la part d'Asaji. Soudain, Kojo reçoit un message de Nagisa. Cependant, son sourire disparaît complètement lorsqu'il voit le message qui se trouve être une image d'un cercle magique. Kojo et la bande arrivent au festival de feux d'artifice. Cependant, pendant tout l'événement, Kojo reste très inquiet pour Nagisa. Finalement, il cède et dit à Yukina que le cercle magique ressemble à celui que fait Sayaka. Yukina est d'accord et révèle aussi que ces cercles magiques sont difficiles à créer et qu'elle n'a vu que Sayaka les faire. De plus en plus inquiet, Kojo essaie de contacter Sayaka mais ne parvient pas à la joindre. Dans son état de souci, Kojo attrape les épaules de Yukina et exige de savoir s'il y a un moyen de contacter Sayaka. Asaji saisit cette opportunité pour marquer des points en disant à Kojo de se calmer et l'invite ensuite chez elle. Lieu. Après être arrivé, Asaji demande l'aide de Mogwai pour suivre les mouvements de Gaju et Nagisa, tandis que Kojo et Yukina ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mogwai et Asaji réalisent tous les deux comment Gaju n'a jamais couru dans la circulation, ce qui est plutôt étrange. Yukina réfléchit alors par elle-même et se demande si une organisation à grande échelle a déclenché une barrière pour empêcher les citoyens d'entrer. Mogwai dit alors ce que Yukina avait spéculé en annonçant que les forces spéciales de défense sont derrière cela. Il s'agit d'une agence gouvernementale spécialisée dans le magique. Catastrophe. En entendant cela, Yukina devient pâle d'inquiétude et s'enfuit, laissant Asaji et Kojo curieux. Alors que Kojo court après Yukina, la fille révèle comment la SDF est une organisation factice dirigée par son agence, également connue sous le nom d'organisation Lion King. Avec cela dit, Yukina devient agitée et essaie d'agir lorsque Kojo intervient pour la calmer. Yukina lui demande pourquoi il est si calme alors que sa sœur pourrait avoir été impliquée dans un incident causé par son organisation. Kojo la rassure rapidement que ce n'est pas parce qu'elle travaille pour l'agence qu'elle est responsable de leur sale besogne. Il la rassure également que Sayaka, qui est un membre loyal de la Lion King Organization, ne la trahirait jamais. Tout à coup, Kisaki arrive dans la rue et dit à Kojo et Yukina qu'elle sait ce que prépare Lion King et qu'elle peut leur dire. Cependant, avant de dévoiler l'information, elle les avertit en disant qu'ils le regretteront. Sachant, le lendemain, Asaji décide de se rendre sur le continent pour en savoir plus sur Nagisa lorsque les gardes de l'île se précipitent pour appréhender elle. Ailleurs, Kojo et Yukina arrivent pour rencontrer Nagisa. Kojo lui dit qu'il a besoin d'un moyen pour aller sur le continent, mais Mina lui rappelle qu'il a besoin d'un visa, mais que s'il fait cela, son identité sera révélée. Kojo demande de l'aide à Mina, qui lui dit qu'elle ne le laissera pas faire quelque chose d'illégal. En entendant cela, Kojo dit à Mina qu'il demandera de l'aide à quelqu'un d'autre, ce qui pousse Mina à le retenir. Avant d'être appréhendé par Mina, Kojo apprend de Kisaki que l'organisation du Roi Lion recherche en réalité une vieille relique du massacre sacré. Kisaki continue en révélant que la relique a été jetée à l'endroit appelé Kanawa, et pour cacher la relique, un village entier a été décimé et un barrage a été construit à sa place. Il est maintenant cru que la relique est en train de se défaire. Actuellement, Mina apprend que Kisaki a déjà dit à Kojo des informations confidentielles. Kojo devient frustré par Mina comportement et lui dit qu'il ne peut pas laisser Nagisa entrer en contact avec la relique. Mina rétorque à Kojo en lui disant qu'elle sait que Nagisa a déjà brisé de force le sceau d'une relique sacrée. Quand Kojo exprime son choc à l'idée que, dans les nouvelles, Mina déclare qu'il n'a toujours pas retrouvé ses souvenirs perdus. Elle lui dit ensuite franchement qu'elle ne peut tout simplement pas le laisser quitter l'île. Alors que Kojo lutte pour se détacher, Mina arrive et l'aide. Kojo en disant que Kanase s'inquiétait pour eux. Tout à coup, Kanase arrive et emmène Kojo et Yukina loin de l'emprise de Mina. En fuyant la scène, Kisaki arrive avec une fourgonnette et leur dit de monter pour avoir de la glace gratuite et de la molestation. À l'intérieur, Kisaki suppose que Mina et le roi Lion travaillent probablement ensemble puisque Mina semble savoir ce qui se passait au lac Kanawa. Cela rend Kojo et Yukina plutôt contrariés. Kojo dit ensuite à Kisaki qu'il demandera l'aide de Vatler pour se rendre sur le continent. Bien sûr, Kisaki, toujours aussi louche, dit à Kojo que son plan est extrêmement risqué et peut être évité puisque son organisation dispose d'un jet privé qui peut l'emmener comme les rappeurs emmènent les modèles OnlyFans.
En attendant, Asaji tente d'éviter les soldats qui la poursuivent. Elle demande à Mogwai pourquoi cela arrive et il révèle qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'elle quitte l'île. En courant, Asaji atteint une impasse et exprime son inquiétude lorsque tout à coup, Liliana arrive pour l'aider. Elle dit à Asaji que Mogwai l'a appelée à l'aide et elle était plus que disposée à lui donner un coup de main. De retour dans le van d'Idler, Kojo est contrarié de voir les faux papiers d'identité fabriqués par Kisaki. Il s'avère qu'elle a donné à Kojo et Yukina des papiers qui font croire qu'ils sont mariés. Après s'être calmée, Kojo demande à Kisaki pourquoi elle les aide autant alors que, il y a quelques épisodes, elle voulait les sacrifier pour un chip de maïs. Kisaki lui dit franchement qu'elle fait cela simplement pour énerver le roi lion puisque son organisation est en mauvais termes avec celle de Yukina. Et maintenant, puisque le roi lion ne veut pas qu'il aille sur le continent, elle va l'aider. Soudain, Yukina remarque un cercle magique invisible et essaie d'arrêter la camionnette. Cependant, lorsqu'elle échoue, Kisaki et les autres sautent à temps. La camionnette disparaît alors dans le vide et en sort Mina qui déclare qu'elle ne laissera pas Kojo partir. Exaspérée par les interférences constantes de Mina, Kojo lui dit simplement d'aller se faire voir, mais Mina reste inflexible. Elle dit que si l'objet sous le lac Kanawa est vraiment une relique, alors son contact avec celui-ci peut causer des catastrophes qu'elle ne veut pas gérer. Elle dit aussi à Kojo qu'il est une bombe à retardement puisqu'il ne se souvient même pas d'Avrora. Quand Kojo demande ce qu'elle veut dire, Mina révèle qu'Avrora était le 4e ancêtre qui dort à l'intérieur de Nagisa après qu'il l'ait éliminé. Alors que la tête de Kojo commence à palpiter de douleur, Mina continue en disant à Kojo et à la bande que l'organisation Lion King n'est pas intéressée par Nagisa, mais veut plutôt Avrora. Pouvoir. Kojo se calme en réalisant que son professeur garde Nagisa en sécurité et il dit aussi à Yukina que son organisation ne l'a finalement pas trahi. Cependant, Kojo, aussi têtu soit-il, dit à Mina qu'il ira toujours sur le continent pour sa sœur. Yukina, partageant le même sentiment, rejoint Kojo alors qu'ils affrontent Mina ensemble. Alors que le combat s'intensifie, Kanasi intervient en téléportant Kojo en sécurité. En attendant, Asaji se retrouve dans une situation difficile lorsque ses signaux sont bloqués et elle ne peut pas contacter Mogwai. Les gardes s'en prennent à elle quand soudain un garçon nerd arrive sur les lieux et élimine tout le monde sauf Asaji. Il se tourne vers Asaji, la désignant comme la prêtresse de Cain et lui dit d'avancer. Pendant ce temps, Kisaki et Yukina confrontent Mina tandis que Kojo se retrouve dans le rêve de Mina où elle lui dit à quel point elle a essayé de garder son identité secrète. Kojo l'ignore et lui demande pourquoi elle soutient l'organisation Lion King. Mina révèle finalement que l'organisation ne cherche pas à déterrer la relique, mais souhaite plutôt la sceller car elle est connue pour être une arme de destruction massive. Kojo dit à Mina d'arrêter de suivre des conneries. Propaganda, soulignant comment Nagisa porte Avrora en elle, ce qui explique pourquoi il n'est pas logique de garder Nagisa à Kanawa. Mina dit solennellement à Kojo qu'Avrora possède le sort qui peut sceller définitivement l'arme. Elle indique également qu'il l'aurait utilisé, mais qu'il ne se souvient pas de ses anciens souvenirs, donc il est inutile. Après une conversation ennuyeuse, Kanas dit à Kojo de simplement lui sucer le sang et de combattre Mina pour qu'ils puissent tous passer à autre chose. Kojo accepte et rassemble son pouvoir pour invoquer un familier lorsque Mina lui dit qu'il ne peut pas invoquer de familier dans ce royaume de rêve. Kojo lui dit avec arrogance qu'il invoque un familier pour aider Yukina, qui combat une version de elle. Alors que le combat continue, Mina cède et dit à Kojo qu'il peut passer. Cela surprend Kojo, qui demande à Mina pourquoi elle le laisse partir. Mina déclare qu'elle ne peut pas le laisser détruire davantage l'île, puis lui remet quelques questions de test à faire dans son temps libre. Avant que tout ne parte en vrille, Nagisa arrive à Kanawa avec Goju, qui s'excuse pour aller aux toilettes lorsqu'il est soudainement attaqué par une fille. Goju remarque que cette fille utilise des armes de haute qualité, ce qui le surprend. La fille déploie alors un cercle magique que Nagisa voit depuis la voiture et en est immédiatement fascinée. Elle prend une photo pour l'envoyer à Goju, mais se rend compte qu'elle n'a pas de signaux. En attendant, Goju se bat pour sa vie, mais il parvient à couper les liens de la fille et même à la punir en retirant sa protection scénaristique. Soudain, une autre fille arrive pour aider son amie, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Quelque chose, Goju tient la fille en joue. Soudain, un groupe de soldats arrive sur les lieux et une femme confronte Goju en disant que s'il ne se rend pas, ils forceront sa fille à regarder des films pour adultes avec des tentacules. Goju voit Nagisa inconsciente et se rend instantanément. Maintenant enfermée, Goju devient une malédiction pour ses ravisseurs en leur demandant constamment de la nourriture. Yuiri, la fille dont l'armure de protection a été enlevée par Goju, s'occupe du vieil homme qui essaie de flirter avec elle lorsque son ami, Shio, le pulvérise avec de l'eau bénite. En goûtant la nourriture, Goju réalise instantanément qu'il est en garde de la force d'autodéfense.
qui collaborent avec l'organisation du roi lion, ce qui signifie qu'ils sont après le sacré. Relique. Cela surprend à la fois Shio et Yuiri, qui demandent curieusement à Goju comment il a réussi à découvrir une telle information confidentielle. Goju révèle alors que la nourriture pour chiens qu'il mange est une spécialité de la force d'autodéfense, et le reste n'était que pure spéculation. Tout à coup, une femme apparaît et dit à Goju qu'il est aussi rusé que jamais. En voyant la femme nommée Izano, Goju commence immédiatement à l'insulter verbalement en lui disant qu'elle a atteint ses limites. Izano l'ignore et demande à Goju s'il se souvient de ses enfants Nagisa et Koju. Alors qu'il essaie de se souvenir, la tête de Goju commence à palpiter de douleur. Izano observe cela et dit à Goju qu'elle savait que ses souvenirs avaient été altérés depuis que le 4e progéniteur a été ressuscité. Goju maudit ensuite la vieille femme qui dit calmement à Shio de s'occuper de Goju. Avant de partir avec Yuiri, Izano dit à Goju qu'ils vont en finir complètement avec Aurora cette fois-ci. Pendant ce temps, Nagisa s'amuse dans les sources chaudes. Elle se demande comment, même si grand-mère Izano lui a dit de se détendre dans les sources chaudes, elle ne peut tout simplement pas le faire car ses amis lui manquent. Tout à coup, une fille nommée Kuraki entre dans la source chaude et demande à Nagisa si elle peut se joindre à elle. Nagisa lui donne la permission et développe instantanément une affection pour Kuraki et son équilibre aquatique. Plus ils continuent à jouer, plus Nagisa se sent à l'aise avec elle. Soudainement, Kuraki laisse tomber son acte et dit à Nagisa qu'elle lui ressemble beaucoup, puis elle appelle Aurora. Ailleurs, un groupe de soldats est vu en train de surveiller la relique sous le lac artificiel de Kanawa. Izano dit au gang qu'elle connaît un moyen de supprimer l'artefact, ce qui explique probablement pourquoi l'organisation Lion King lui a demandé de se joindre à eux. Kuraki entre en scène et dit à Izano qu'elle a tout à fait raison. Yuiri voit Kuraki et réalise instantanément qu'elle est en présence d'un des trois. Saints, Izano se tourne vers Yuiri et lui demande ce qu'elle pense de la relique Avalon. Alors que tout le monde la voit comme une arme de destruction massive, Yuiri dit à tout le monde qu'elle pense qu'Avalon est juste incompris. Izano lui lance un regard noir et dit à Kuraki de prendre Yuiri avec elle. Kuraki accepte et demande au général nommé Azama si les préparatifs ont été organisés. Une fois qu'Azama lui donne le feu vert, Kuraki annonce qu'ils sont prêts à procéder à la cérémonie qui éliminera Aurora une bonne fois pour toutes. Nagisa se réveille et se retrouve à l'intérieur du lac. Kanawa. Elle est ensuite accueillie par Kuraki, qui lui dit rapidement qu'elle a amené sa conscience à l'intérieur du lac, tandis que son corps est à la surface. Cependant, Nagisa dit à Kuraki que le corps dont elle parle n'est pas le sien. Kuraki lui dit qu'elle a raison et que le corps appartient au 4e progénitor, qu'ils vont utiliser comme sacrifice pour le bien commun. En entendant cela, Nagisa déclare « Au diable l'utilitarisme ». Cependant, Kuraki lui assure qu'Aurora a toujours été morte, donc l'utiliser pour maîtriser Avalon n'est pas si grave. Nagisa essaie d'arrêter Kuraki violemment, révélant qu'elle a tout compris de travers, mais il est déjà trop tard. Le seau est brisé et des milliers de monstres sont aperçus dans la rivière. Pendant ce temps, dans la cellule de détention, Goju demande à Shio si elle ressent quelque chose d'anormal. Tout à coup, l'endroit est entouré de monstres venus pour applaudir leurs joues. Goju traverse instantanément le mur, ce qui choque Shio qui lui demande comment il a réussi à faire ça. En réponse, Goju déclare « Applaudir ou ne pas être applaudi, telle c'est la question ». Et il n'est pas d'humeur à se faire avoir par des insectes géants, alors il a utilisé une astuce sympa pour se débrouiller. En entendant cela, Shio se rend compte que Goju est le même homme qui est devenu célèbre pour être revenu d'entre les morts. Pendant que Goju et Shio s'occupent des monstres, Kuraki dit à Izano qu'elle s'est trompée à propos d'Avalon, car il a manipulé eux après avoir vaincu un tas de monstres. Goju et Shio découvrent Aurora qui s'excuse et laisse ensuite Nagisa prendre le contrôle de son corps. Goju ramasse une Nagisa inconsciente quand lui et Shio sont accueillis par un énorme dragon. Ailleurs, Yuiri se réveille et rencontre une fille nue. Pendant ce temps, Asaji et Liliane se rapprochent de leur destination, le lac Kanawa, lorsqu'ils sont accueillis par une horde de monstres. Avant que Liliane ne puisse les chasser, Asaji lui dit qu'il y a un garçon devant eux. Liliane avertit le garçon de partir, mais quand il n'écoute pas, Liliane tire sur les monstres. À sa grande consternation, elle est accueillie par plus de gangsters. Le garçon leur dit d'un ton arrogant que même s'ils ont l'air pitoyables, il est content qu'il se soit inquiété pour lui. Sur ce, il détruit magiquement tous les monstres à vue. En observant la puissance de l'étranger, Liliane lui demande s'il vient de la dynastie de la destruction. Le garçon feint la surprise en disant qu'il est étonné que des paysans connaissent son existence, puis se présente comme le descendant direct du second progéniteur, souverain de la dynastie de la destruction. Iblis. Ailleurs, Yuiri retrouve Izano qui lui demande à propos de la fille étrange accrochée à son dos. Yuiri lui dit qu'il semble que les cigognes lui ont laissé un enfant à s'occuper. Reprenant son humeur rieuse, Izano serre les fesses et dit à Yuiri de s'occuper des blessés et de ne pas laisser l'enfant disparaître de sa vue. Pendant ce temps, dans la source chaude, Kojo apprend de Mogwai qu'Asaji est également à Kanawa. Soudainement, Kisaki entre dans la zone des hommes.
et essaie de flirter avec Kojo. Après avoir plaisanté, Kisaki dit à Kojo qu'elle est là pour dire au revoir car son organisation a besoin d'elle au lac Kanawa après qu'une attaque de monstres ait été signalée. Kojo s'inquiète en entendant cela, ce qui pousse Kisaki à lui dire que s'il survivait à une autre mission, ils devraient se mettre ensemble et s'amuser. Soudain, Yukina arrive sur les lieux et trouve Kisaki et Kojo ensemble. Comme Yukina est une fille qui soutient les filles, elle passe sa colère sur Kojo au lieu de l'autre femme. De retour chez le gang d'Asaji, Lydiane dit au dresseur de chameaux qu'il a été incroyable là-bas. Asaji intervient et félicite Iblis pour avoir facilement pris soin des bêtes magiques. Iblis hausse les épaules et demande aux filles comment manger des conserves. Une fois que les filles l'aident, Iblis leur dit qu'elles ne sont pas comme les autres filles qui sont seulement gentilles avec lui pour ses chameaux et ses réserves de pétrole. Asaji s'en moque en disant à Iblis qu'ils viennent d'une île où ils sont littéralement entourés de monstres, donc voir des membres de la royauté n'est pas un gros problème pour eux. En entendant cela, Iblis sourit et commence à apprécier Asaji. De retour au lac Kanawa, Gaju et Shiho tombent sur plusieurs corps sans vie de magiciens, les bêtes. Izana arrive peu après sur les lieux. Avant qu'ils ne puissent avoir une conversation, Gaju sent quelque chose qui cloche et remet Nagisa à Shiho et lui demande de courir aussi vite que ses jambes potelées le peuvent. Soudain, un gars chevauchant un dragon arrive avec l'intention de semer le chaos. Quand le gars s'avère trop fort pour être maîtrisé, Gaju demande à Shiho de courir. Cependant, l'homme masqué lance une lance vers Shiho. Gaju se précipite pour la protéger et finit par se blesser dans le processus. Heureusement, Walter arrive et ordonne à ses serviteurs, Tobias et Kira, d'appréhender l'homme masqué. Tandis que Walter observe de loin, il est salué par Iblis, Asaji et Lydiane. Iblis remarque Nagisa inconsciente et il la reconnaît instantanément comme la sœur du 4e progéniteur. Son attention se porte ensuite sur Walter, car ils semblent tous deux connaître l'homme masqué comme le combattant du massacre sacré. Faction. Sans attendre un instant de plus, Iblis ordonne à Asaji d'emmener les humains présents sur place, y compris Nagisa, en sécurité. Asaji suit tranquillement l'ordre tandis qu'Iblis invoque son familier et tente de neutraliser l'ennemi. Cependant, lorsque l'homme fait une retraite temporaire, Iblis dit à Walter qu'il le revendique. Walter déclare alors qu'il n'a aucun problème car les fanatiques qui complotent pour le retour de Caïn, le dieu pêcheur, devraient être exécutés car c'est l'ordre donné par leur roi. Sur ce, Walter prend congé tandis qu'Iblis reste à penser combien Blondie est un petit malin. Dans une voiture, Yuiri demande à la fille comment elle s'appelle. La fille révèle son nom comme étant Grenda, mais ensuite, le véhicule est soudainement attaqué par une femme habillée de la même façon que l'homme Iblis. Battue, Grenda semble la reconnaître et essaie de se cacher, mais quand elle voit Yuiri être dominée par la méchante dame, elle se transforme en un monstre laid. La dame ricane à cela et déclare que c'est ce qu'elle attendait et ordonne à son golem de capturer Grenda. Avec Yuiri se sentant épuisée, elle prie pour que quelqu'un sauve Grenda. On dirait que Yuiri a nourri les sans-abri car Yukina et Kojo arrivent sur les lieux. La dame reconnaît Kojo comme le 4e progéniteur et s'enfuit instantanément. Yuiri voit sa collègue et se précipite pour saluer chaleureusement Yukina. Plus tard, Iblis exige de savoir pourquoi la faction du massacre sacré est arrivée sur le lac. Shib s'excuse et dit à Iblis qu'elle ne peut pas révéler de telles informations confidentielles. Enragé par sa loyauté envers son organisation, Iblis la réprimande jusqu'à ce qu'un Gaju blessé les rejoigne. Conversation révélant comment l'organisation Lion King était après l'Avalon. Mais avant qu'il ne sache ce qui se passait, le lac a gelé et les bêtes magiques sont devenues complètement folles. Après avoir compris légèrement la situation, Iblis déclare que l'organisation Lion King a toutes leurs informations erronées, car il croit que ce qui se trouvait sous le lac Kanawa est probablement un instrument divin, assez puissant pour être le successeur du dieu pêcheur. Soudainement, Shiho réalise quelque chose. Les personnes qu'elle pensait être de son côté ne sont pas vraiment comme elle semblait. Ainsi, lorsque le général Azama du régiment spécial d'attaque magique arrive pour prendre Nagisa et les personnes blessées, Shiho lève son arme pour l'abattre. De même, un autre soldat nommé Yuhi Enaji salue Yuiri sous prétexte d'escorter Grenda en sécurité. Cependant, Grenda s'accroche à Yuiri, ce qui agace le soldat. Kojo s'interpose rapidement et demande à Yuhi Enaji comment il est au courant du nom de Grenda qu'ils n'ont appris que récemment. Ailleurs, Shiho dit à Azama qu'elle a remarqué que le régiment d'attaque magique spéciale était absolument nul dans la bataille qui s'est déroulée il y a quelques minutes et se demande si c'est parce que les soldats ont reçu des armes de mauvaise qualité par les autorités. Azama essaie de dire à Shiho qu'ils n'ont pas anticipé un tel désastre, mais Shiho répond que c'est des bêtises et l'accuse d'être un chevalier du péché, Dieu. Sans perdre de temps, Yuhi Enaji ordonne à ses soldats d'attaquer, tandis qu'Azama dit à ses hommes d'attaquer Shiho. Cependant, avant qu'ils ne puissent procéder, Kuraki entre dans la conversation et manipule les subordonnés d'Azama par des brins de leur chi. Elle demande à Azama s'il pensait vraiment pouvoir utiliser l'organisation du roi lion pour atteindre son objectif. Soudain, une fille chevauchant un wyvern vient attaquer Shiho. Quand la prise est dévoilée,
Shio est choqué de voir le visage familier du Major Okayama. Au lieu de tergiverser, Okayama Grenda voit cela et se transforme à nouveau. Cette fois, elle attrape ses amis et les emmène dans une cabane à la montagne. Quelques heures plus tard, Yuiri se réveille et pousse un cri sauvage, se voyant dans rien d'autre que son armure scénaristique. Yukina arrive et demande à Kojo s'il essaie de faire du mal à Yuiri. Plus tard, Yukina prépare à manger pour tout le monde. C'est alors que Kojo apprend que Yukina, Yuiri, Sayaka et Shio étaient tous proches car ils travaillaient au même endroit. Alors qu'ils rompent leur jeûne, Yuiri observe comment Yukina et Kojo sont comme PewDiePie et Marzia. Ce qui surprend Kojo et Yukina, qui sont aveugles à leurs sentiments évidents l'un pour l'autre. Grenda, étant une complète campagnarde, demande franchement à Yuuri si elle aime Kojo. Yuuri lui fait un sourire triste et dit que peut-être dans une autre vie, elle est à la place de Yukina. Soudain, un bruit fort est entendu de l'extérieur. Kojo va vérifier et trouve Isama là-bas. Il demande à l'homme pourquoi il est seul, ce qui pousse Isama à révéler qu'il est ici pour lui parler. Il commence par dire à Kojo que ce monde est ennuyeux car les humains ont constamment peur de tout ce qui les entoure. Il révèle ensuite que le massacre sacré a été déclenché par les divas et le dieu pêcheur Cain. Kojo dit à Isama qu'il n'est vraiment pas intéressé par ces bêtises, alors Isama va droit au but, révélant que lui et des gens partageant les mêmes idées que lui veulent ressusciter l'ancien dieu, puis le contrôler. Il révèle également comment Granda est la gardienne de la relique que Cain a laissée derrière. Et ils veulent l'utiliser pour s'opposer à la société de gestion de l'île artificielle, car ils souhaitent détruire tous les démons de l'île d'Itogami et rendre au monde son état propre. De cette façon, ils peuvent aussi le sauver de l'immortalité, et il peut mourir en tant qu'humain au lieu d'un vampire brillant comme Edward Cullen. Les filles arrivent rapidement à côté de Kojo, le tirant de ses pensées. Kojo dit à Isama que sa proposition était séduisante, mais qu'il ne veut pas confier l'innocente Grenda à un homme comme lui. Alors que la bataille commence, Isama envoie Kojo dans un vide et Grenda le suit. À l'intérieur du vide, Grenda dit à Kojo de sucer son sang pour qu'il puisse absorber toutes les informations qu'elle contient. À la surface, Asahi, Iblis et Lydiane se réunissent avec Yukina pour lui offrir leur soutien contre Isama, quand soudainement Kojo et Grenda se libèrent du vide. Cela surprend Isama, car il se demande pourquoi Grenda choisirait un démon. Au lieu de répondre à Isama, Kojo le défait simplement dans la bataille et remet tout en ordre, sauf une chose. Asahi demande avec colère à Kojo pourquoi il a gardé son identité secrète. En réponse, Kojo sourit timidement, car répondre à une femme en colère est dangereux. Penses-tu que Kojo est plus beau avec Asahi ? Si c'est le cas, commentez Asahi pour la victoire. Et si vous aimez les résumés d'anime, regardez cette vidéo ici.